Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Memento Magicae où on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel l'ESBA d'avril. Enfin, après un an d'absence Oui, sur le sujet. Mais bon, on reprend le cycle là où on l'avait laissé finalement. Et puis c'est toujours plus facile de traiter une vidéo quand on est dans les énergies aussi, il faut l'avouer. Ouais, Donc ouais. voilà, on a fait une petite pause pour divers éléments. Hein. Vous avez vu que j'ai remis quelques vidéos qu'on avait tournées l'année dernière, figurez-vous. Hein, donc, voilà. Mais là, on va reprendre du service. On va aussi se faire bientôt des vidéos qui vont cette fois-ci concerner toutes les questions qui ont été posées l'année dernière et précédemment, auxquelles nous n'avons pas encore répondu. Donc là, on est en train de préparer toutes les vidéos et puis ça sortira au fil de l'année. Donc voilà, cette année, ça va vraiment être dédié à finir les ESBA et vous répondre. Non, on vous a pas oublié, vous inquiétez pas. Hein. On prend juste le temps pour pouvoir vous répondre le plus intelligemment possible. Oui, et puis en plus là, d'ici 2 mois au plus tard, la boutique va ouvrir. Alors pas sous la forme sous laquelle on l'avait espéré à la base, mais on aura une petite, voilà, un petit site internet Facebook, on ouvre officiellement, donc vous allez commencer à trouver nos premiers produits dessus, et puis normalement, si tout se passe bien, des livres, des choses comme ça. On vous en dira plus le moment venu, vous inquiétez pas. Oui, on fera des petites reviews de 5-10 minutes pour vous donner un petit peu les projets qui se lancent. En tout cas, cette année, ça va être une année vraiment de croissance et de développement ésotérique de notre côté. On a plein de choses à vous partager et on va commencer justement par la suite de cette vidéo sur les ESBA. Donc sur la lune d'avril, la lune des semences. Parce que ça y est, le printemps est revenu, donc on commence à semer si on veut pouvoir récolter, c'est le but du jeu. Donc elle s'appelle lune des semences, mais pas que, hein, elle s'appelle lune de l'herbe verte. Ça enfonce une belle porte ouverte, hein, mais parce que l'herbe redevient verte, aussi curieux que ça puisse paraître. C'est la lune des Ostres, parce que c'est à mi-chemin entre Ostara et Beltane, et que du coup on est encore quand même un petit peu dans les énergies d'Ostara. Oui. Et donc du coup, Ou et Ostre, qui est quand même divinité du printemps, si j'ai bonne mémoire. C'est une des déesses de l'aurore même. Ouais. Donc elle du revient, lever du soleil. Hein. qui revient aussi, si tout va bien. Donc la lune, toujours. Hein. On en était donc à la lune des roses aussi, hein, et la lune du poisson. Moi j'aime bien ce nom-là, parce qu'effectivement ça fait référence au saumon. Oui. Qui remonte les rivières, là, qui revient en fait pour aller pondre, si j'ai bonne mémoire. Enfin, pour, voilà. Oui. Tous les 1 à 3 ans, les saumons vont remonter le cours du fleuve pour de là où ils sont nés. En fait, ils retournent à l'endroit où ils sont nés pour donner vie à leur progéniture à ce moment-là. Revenons-en à nos moutons. Donc, lune rose, oui, parce que c'est en hommage aux phlox. Oui. Voilà, c'est chez les tribus amérindiennes, en fait, c'est des fleurs roses, si j'ai bonne mémoire, ça. Elles peuvent avoir plein de couleurs, mais effectivement, elles ont une dominante de rose et de mauve. Et du coup, comme elles fleurissent à ce moment-là, ça peinturlure tout le quartier en rose, et du coup, c'est pour ça qu'elle a ce nom-là. Oui. Puis après, c'est à peu près tout ce que je me souviens, donc je vais tricher un peu. Tac, lune du poisson, donc pour les poissons qui remontent, ça on l'a dit. Et puis après, c'est Elder Moon, donc lune de l'aulne. Et Willow Moon, lune du saule pleureur. Donc ça, c'est plus ta spécialité que la mienne. Oui. Donc, lune du saule, c'est Willow. D'ailleurs, tout à l'heure, on a découvert toutes les deux une petite chanson. C'est une véritable pépite où vous voyez en fait une scène théâtrale avec une musique qui vous présente une fée qui veille sur un willow tree, donc sur un saule pleureur, et qui se fait arracher de cet endroit par l'homme et qui meurt. C'est triste à mourir, hein, littéralement. Mais elle est aussi vraiment très 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 belle, à connotation vraiment conte pour enfants. Qui peut bien aller si vous voulez faire découvrir un petit peu cet univers à votre progéniture, à vous, hein. Ça c'est dit au passage. Et du coup donc le saule pleureur à cette époque, vous savez qu'on avait parlé lors du précédent ESBA de la tornade, du fait que elle allait nous conduire sur des rivages, s'essouffler tranquillement, redevenir un vent normal. Et avril, c'est aussi la saison non seulement du vent, mais aussi des pluies. Et les pluies, il se trouve que, je l'ai en anglais, Willow, saule pleureur, excusez-moi, aime l'eau. On le trouve en bordure d'eau, dans les zones marécageuses,
près des étangs. Ça vous fait une chevelure vraiment luxuriante et tout bonnement magnifique. Petite, je sais que je me cachais sous les frondaisons qui tombaient jusqu'au sol. Enfin, voilà, cet arbre est splendide et du coup, il est vraiment dans les énergies de cet esba. Et vous allez y retrouver donc le alder tree, donc cette fois-ci l'aulne, A-U-L-N-E, qui est aussi un arbre affilié à l'eau, puisqu'il est comme l'acacia, on l'avait vu dans la vidéo de présentation aux plantes de l'acacia, imputrescible. On l'utilise pour former les piliers des maisons dans les zones marécageuses ou les zones où il y a beaucoup d'eau, justement à cause de cette propriété, il restera tel quel. Elder, en anglais, ça veut aussi dire ancien, hein. Donc, la vraie orthographe de cet arbre, c'est alder, hein, A-L-D-E-R. Mais il est très proche, phonétiquement, merci, de elder, qui veut dire l'ancien. Donc, il y a ce côté résistance, il y a ce côté lien aux ancêtres. Et ces deux arbres, avec le peuplier aussi, mais la lune ne porte généralement pas le nom du peuplier, on ne le retrouve pas en tout cas dans le calendrier celte. Pour cette période, ce sont vraiment les arbres qu'on va voir ensemble. Là tout de suite, je te propose qu'on passe à l'ogame, hein, du coup. Donc les 3 ogames que tu viens de citer. Oui, alors pareil, je vais reprendre un petit peu mes fiches là. Parce que autant précédemment, j'ai envie de dire, il y en avait qu'un ou deux, là j'en ai quand même 3. Et vous allez voir, les 3 ont vraiment des symboliques qui vont ou se combiner, ou se compléter, ou se renforcer. C'est vraiment incroyable de voir à quel point les choses peuvent s'enchaîner d'une façon aussi naturelle. C'est vraiment beau. Donc on va commencer par l'aulne. Donc il est à la fois feu et à la fois eau. Il est feu parce qu'il est imputrescible. Il est eau parce que côté ancêtre, côté eau coulante, miroitante, stagnante, il aime les marais, les marécages. Donc vous savez, toutes ces eaux qui sont propices à tout le folklore sur les vieilles sorcières qui habitent dans leur zone marécageuse, ce côté inquiétant, ce côté vie et mort, hein, qui se rencontrent dans un même lieu. Donc vous avez ça, il va vous servir de pilier, de soutien, il est tenace, il représente la persévérance, mais aussi la fondation et l'impulsion première. L'impulsion première, hein, on a vu que l'orage était censé nous porter, vous savez, au mois de janvier, quand on n'a pas trop... au mois de février, pardon, l'une des tempêtes, quand on n'a pas trop la force nous-mêmes de se lancer ou qu'il est difficile d'aller contre un élan naturel, hein, on se rappelle qu'on cherche le changement, on se laisse porter par la tornade. Mais la tornade, elle est là pour vous aider pendant un moment. Ensuite, il va falloir vous-même initier votre premier mouvement. L'aulne est là pour ça. Ensuite, alder, c'est aussi la façon, ça signifie aulne, mais ça signifie aussi en nom marais. Hein. Donc le lieu géographique où il aime pousser et l'arbre sont représentés les deux par le même nom. Donc il y a vraiment une connexion très forte à ce niveau-là. Tiens. T'as la visite de ta petite tourterelle? Ouais, elle se cache entre les deux. Tiens, la deuxième. Dans le combat des arbres, pardon, on a aussi la mention des aulnes qui fait écho à la notion de commencement. Alors, pourquoi le commencement? Parce qu'il symbolise une puissante énergie dynamique, la flamme de la passion, l'engagement premier, hein, l'impulsion initiale. C'est-à-dire que bon, la tempête, elle vous a porté, elle vous a mis le coup de pied aux fesses dont vous aviez besoin pour lancer votre mouvement. L'aulne, c'est votre mouvement. C'est lui qui permet en fait de lancer la machine pour que le changement vienne en profondeur, encore une fois, hein, sur la symbolique des racines. Il a aussi une dimension musicale. Musicale parce que il était utilisé pour faire des instruments, notamment des sifflets, si je me souviens bien, des flûtes et des guitares aussi. Hein. Encore aujourd'hui, vous trouvez des guitares qui sont faites en bois d'aulne. Donc voilà, il a vraiment cette connotation musicale. Et puis on est quand même au début du printemps, les oiseaux chantent. Voilà, donc c'est aussi l'occasion de faire des célébrations et d'y aller de sa vocalise.
la dernière chose sur l'Aulne, c'est qu'il était vénéré donc chez les Grecs et les Romains et qu'il faisait partie des bosquets sacrés de Perséphone. Je crois qu'il faisait aussi partie de ceux d'Hécate, Oui. mais je suis pas sûre. En tout cas, il faisait partie donc du bosquet sacré de Perséphone, ce qui augmente encore son lien aux morts. Donc on est vraiment sur une vénération à la fois du vivant, à la fois du mort, hein, avec la flamme de la passion qui vous permet d'avancer, mais avec un profond ancrage au niveau de la connexion aux ancêtres qui n'est pas sans intérêt. Donc le saule, il va aussi être très proche de l'Aulne. Déjà parce que les deux possèdent la même couleur d'écorce, hein, elle est grise. Les deux aiment profondément l'eau. Les deux sont affiliés de façon très directe à la musique. On a vu les flûtes, les guitares et les sifflets pour l'Aulne. Le saule, il va permettre de faire les harpes. Hein. Il me semble que la lyre d'Orphée était faite avec du saule. Mais je ne sais plus, ce serait à vérifier. Je vous remettrai en dessous si je retrouve l'info. En tout cas, voilà, la harpe, voilà, des sons de cordes qui rappellent un petit peu aussi les mouvements des tiges finalement hein, du saule. Vous avez aussi dans le roi des Aulnes l'apparition des saules qui sont présentés comme étant les filles du roi des Aulnes. Donc cette fois-ci on a vraiment un lien filial très direct. Et du coup la connexion aux ancêtres que fait l'Aulne hein, finalement, parce Oui. que c'est l'ancêtre du saule si on en vient là. Oui, complètement. J'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement, coup, ça fait totalement. Et donc, du coup, je sais plus. Oui, chacun d'eux va fournir aussi de la matière pour bâtir. Hein. On l'a vu, on fait des piliers avec l'Aulne, hein, on fait des fondations, des choses solides. Et avec le saule, on va faire tout ce qui est tressage avec l'osier, hein, puisque le saule nous permet d'obtenir de l'osier. Donc les paniers, tout ce qui va vous permettre en fait de voyager, tout ce qui va vous permettre de stocker en fait pour le déplacement. Hein. Donc on est vraiment dans cette idée de mouvance. Hein. Les deux sont vraiment intéressants de ce point de vue-là. Hein. Donc, pareil, on a, donc je disais pour transporter, hein, donc avec une symbolique du voyage et du mouvement, et conservé avec une symbolique de mémoire. Parce que le saule, c'est beaucoup la mémoire. Il incarne en effet les principales divinités féminines. Hein. Il est affilié à la lune. Vous avez même une espèce qui s'appelle le saule argenté, où vous avez un espèce de duvet argenté. Ouais, est complètement affilié à la lune. S'il y en a un qui scintille de la lune, c'est celui-là. Alors, j'en étais aussi... Alors oui, les divinités féminines. Donc, Anna, qui s'appelle aussi Anu, Dana, Epona et Brigitte pour le panthéon, j'ai envie de dire, celte et nordique. Comme le boulot d'ailleurs, hein, avec laquelle ils partagent beaucoup de points communs. Le boulot, pas du tout le boulot en fait, le peuplier, excusez-moi, le peuplier. Je suis trop fatiguée. Je suis au bout du rouleau. Veuillez m'excuser, je fais des journées de 36 heures en ce moment. Vous me direz c'est impossible et mon sommeil vous dira que ce n'est pas une brillante idée. Voilà. Donc, pas avec le boulot, avec le peuplier. Donc oui, Anno par exemple, elle incarne le principe féminin et maternel, c'est la mère des dieux et son nom signifie la nourricière. Donc c'est vraiment déesse de la fertilité et de l'abondance pure. Hein. Donc cette Anno est très liée à la lune. Le saule, c'est son arbre. Comme la lune d'ailleurs, le saule, il règne sur le passé, sur les mémoires, sur les souvenirs, l'imprégnation de la lignée familiale, d'où le lien avec toutes les déesses mères et les déesses nourricières, mais aussi sur le foyer, la famille, le domicile. Hein. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté ancrage familial, encore une fois, hein, avec le respect pour les aînés. Hein. Ouais. Alder, encore une fois. Les deux se complètent d'une façon absolument magnifique. Oui, puis ils répondent toujours avec l'eau, et l'eau c'est la mémoire. Hein. Oui, donc, ça reste cohérent tout ça.
pareil, le saule, mais ça toi tu le sais bien, il est lié à 3 déesses du panthéon grec, tout spécialement. Oui. Donc on a encore une fois Perséphone, on a Héra, et on a Hécate. Voilà. Donc Héra, elle est unie légalement à Zeus. Hein. Vous savez que, que ce soit sous la forme d'Héra ou de Junon d'ailleurs, hein, c'est le mariage légal. Hein, c'est-à-dire, c'est pas la fidélité. Hein. On sait que Zeus, il est tout seul fidèle. C'est pas la fidélité qui l'étouffe, oui. Mais c'est la légitimité du lien contracté par les deux époux qui est intéressant. Et donc, elle est la protectrice des épouses, Héra. Quand une femme veut ramener son mari infidèle dans ses pénates, c'est à Héra qu'elle s'adresse. Voilà. En général, ça se fait pas avec délicatesse, mais c'est vrai que c'est... Voilà. Donc, pareil, Hécate, à l'époque, c'était une déesse bienveillante qui accordait la prospérité matérielle. Bien sûr. Aussi par rapport aux enfants, si je me souviens bien. Bien sûr, oui. C'était... Elle assistait aux accouchements en fait. Elle aidait les femmes pendant le travail pour les faire moins morfler, hein, parce que faut le dire, ça fait mal, un petit peu quand même. Et du coup, on faisait appel à Hécate sous sa forme bienveillante pour moins souffrir pendant l'accouchement et pour pouvoir souffler un peu, parce qu'on en a besoin dans ces moments-là. si, je vous assure. Je te fais confiance. Et il y a aussi ce côté protection des enfants aussi. Hein. Hécate aime beaucoup les enfants. Hécate protège les enfants, protège les familles, protège le foyer également. Hein, t'en parlais tout à l'heure, mais Hécate est aussi une divinité protectrice des foyers, même si on l'oublie un peu parce qu'elle est devenue au fil du temps plus déesse de la magie et du coup protectrice des sorcières. Mais il me semble que ça, c'est parce que ça se passe plus... En fait, on vous parle plus de l'Hécate de la période pré-helléniste. Hein. Avant, en fait, qui est le culte et l'apparition de Zeus. Il y avait une déesse mère, une divinité féminine qui était pour tout. Et quand on compare au culte d'Hécate, finalement, on se rend compte que c'est la même, avec les attributs du serpent, avec beaucoup d'attributs. Tellement d'attributs que c'est pas... Mais en fait, c'est pas compliqué, quand c'est pas les attributs d'Hécate, c'est les attributs d'Aphrodite. Oui. Donc, de toute façon, il y a une chance sur deux, j'ai envie de vous dire. Oui, c'est vrai que c'est Hécate ou Aphrodite. Voilà. Et qui, Aphrodite, fait aussi partie de la liste des divinités mères, hein, plus ou moins quand même. Hein, donc, Oui, elle est aussi affiliée au mariage et au lien. Donc on en revient toujours au même point finalement. Hein. Oui. Puis en plus, c'est vrai qu'il y a plusieurs Aphrodites, hein, parce que vous avez l'Aphrodite classique, vous avez l'Aphrodite Urania, etc. Chacune c'est des selon divinités les époques. Multiples, hein, de toute façon. Hein. Hécate, Aphrodite, tout ça, c'est toutes des divinités, elles n'ont pas qu'un seul visage. Hein. Mais elles découlent tous de toute façon de cette divinité source-mère pré-helléniste. Ça, c'est vraiment quelque chose de toute façon qui reste. Clairement. Donc voilà, on disait donc qu'Hécate accordait la prospérité matérielle au niveau des foyers, hein, donc toujours pareil, hein, dans le but de maintenir le foyer prospère, hein, donc qu'il puisse avoir des enfants, etc. On l'évoquait aussi en particulier donc comme déesse nourricière de la jeunesse. Oui, voilà, c'est ce que j'avais noté, donc c'est ce qu'on vient de dire. Et puis par la suite, donc elle est surtout devenue déesse de la magie et des magiciennes. Telle que vous la connaissez aujourd'hui, j'ai envie de dire, et telle qu'on la pratique plus maintenant. Hein. Ensuite, vous avez Perséphone, donc qui, elle, est quand même la fille de Déméter, hein, on l'oublie, qui est la déesse du blé, de la fertilité, de la terre cultivée. Et un petit truc que vous savez peut-être pas, c'est que donc Perséphone, elle a 2 noms, hein, elle a encore ce lien double, hein, comme... ça y est, je l'ai en Alder. All. Il est écrit sous moi parce que je vous ai mis des Akendall en plus juste à côté pour vous montrer tout à l'heure. Donc, divinité double parce qu'elle porte le nom donc, de Perséphone et de Corée. Donc, Corée, c'est la jeune fille. Mais quand elle est déesse chtonienne, c'est-à-dire quand elle est la femme d'Hadès qu'elle retourne aux enfers, à ce moment-là, elle devient Perséphone et c'est celle qui apporte la mort.
On parle quand même de la divinité du printemps, s'il vous plaît. Et son mari, son bien aimable mari, se trouve aussi l'heureux détenteur d'une corne que vous connaissez tous, qui est la corne d'abondance. Donc, on a encore une fois ce lien avec l'abondance, avec ce côté nourricier, hein, vraiment pour toutes. Il y a ce lien au mariage, à la descendance et à la protection, tout ça. Donc, dans la mythologie celte, le saule, il est aussi associé à Craeftin, ou Craftin, qui est un harpiste du peuple des Tuatha Dé Danann. Je ne sais pas si je le prononce bien, hein, je ne suis pas vraiment une spécialiste de cette langue. Hein. Tout ce qui est norrois, celte, etc., tout ça, irlandais... je ne suis pas douée, donc pardon si j'ai écorché, je vous le réécrirai au propre en dessous. Donc, c'était le dieu irlandais des sources, hein, donc cette fois-ci encore une fois avec le principe des eaux. C'est à partir donc d'un saule que la harpe aurait été inventée, et on dit qu'elle peut jouer 3 types d'air. Là, ça va vous intéresser. Vous avez l'air du rire, l'air des lamentations et l'air du sommeil. Ce côté rire pour être avec les vivants, ce côté lamentation pour se rappeler les morts et les anciens, et bien sûr ce côté sommeil pour que les deux se rejoignent. Hein. On parlait de construction tout à l'heure. Le bois d'aulne sert aussi à faire des ponts, le saule également. Et donc on est vraiment sur le fait de bâtir, de rejoindre, de communier les uns avec les autres. Donc ces trois aspects, hein, trinitaires, j'ai envie de dire, arrivent sur le développement de cet esba qui est quand même très lunaire, hein, très féminin. On a beau dire celui-là, de toute façon il est entre Ostara et Beltane. Beltane c'est la fête du couple, donc il est à la fois masculin et féminin, avec une petite dominante masculine parce qu'il y a du Bélénos. Bien sûr. Mais Ostara c'est féminin. Complètement féminin. Et là donc on est vraiment, j'ai envie de dire, à mi-chemin au niveau des énergies, mais le saule c'est la féminité dans toute sa splendeur, hein, la rondeur à l'état brut, c'est vraiment quelque chose d'important. Et la source bien sûr c'est la délivrance des eaux. Ça ne l'oubliez jamais à Ostara, c'est vraiment les eaux qui s'ouvrent pour laisser sortir la vie. Donc oui, la harpe, ça c'est une chose aussi très intéressante, elle n'obéit qu'à son maître. Personne ne peut l'utiliser, et ça c'est très important quand vous manipulez des baguettes de saule. Moi je l'ai toujours vu comme ça. Pour moi le saule c'est la baguette de commandement. C'est-à-dire que si je veux donner des ordres, si je veux diriger, si je veux, j'ai envie de dire, contraindre des esprits, je vais utiliser une baguette de saule. Parce que le saule ne répondra qu'à moi, et le saule il augmente la puissance, surtout quand on est une femme. On est sur des énergies d'eau stagnantes, donc il s'est imprégné, j'ai envie de dire, du sang de tous les morts, pour parfaire son énergie, pour parfaire ça, et du coup il les domine, le saule, hein. Il les pleure aussi, donc c'est pareil, quand quelqu'un... Il les commande mais il les respecte, il a ce respect pour les esprits, voilà, il les contraint, mais oui, toujours sans les brusquer. C'est la lamentation qui apaise, hein. Il est là pour... Enfin voilà, il apaise les esprits et il les rend, on va dire, prédisposés. Alors, on a fait le plus gros du saule. Je vais juste terminer en disant, donc, elle est aussi liée à la déesse des chevaux, hein, on l'a vu tout à l'heure avec Anu, et donc de la rune Ehwaz, hein, donc qui va être la rune, j'ai envie de dire, par excellence de... Voilà. Et c'est la rune partagée avec le peuplier. Alors je vous rassure, ce sera beaucoup moins long pour le peuplier. Donc on va parler surtout du tremble. Hein. Le peuplier tremble, c'est une espèce parmi les peupliers qui est toujours en mouvement et qui va jouer avec le vent. Hein. Vous voyez ces grands arbres longs élancés assez hauts, dont vous voyez les cimes justement aussi au gré du vent. Ça c'est du peuplier. Et donc... il est en lien avec le souffle, la respiration, l'élément air, donc on a vu le feu. Hein, avec... Ah oui, ça aussi je l'ai oublié de le dire, mais l'aulne, s'il est beaucoup au niveau du feu, c'est parce qu'il aime l'eau, mais il la sèche aussi.
On l'utilisait pour mettre sur les terrains qui étaient trop remplis d'eau, pour justement qu'il absorbe le surplus et puis permettre aux maisons de rester un peu plus au sec et de ne pas moisir. Donc voilà, il est feu. Vous avez aussi donc son côté eau qui est partagé avec le saule. Le saule, on a dit qu'il ondulait aussi, donc qui est un petit peu vent, partagé avec le peuplier. Donc on a 3 des 4 éléments. Hein. Comme c'est 3 arbres. Voilà, c'est ce que j'allais dire, hein, les 3 sont quand même... Mais voilà, eux, ils représentent chacun 3 des éléments, donc on est vraiment sur l'expansion des 4 éléments. Donc, son symbolisme principal, c'est clairement lié au langage, hein, parce que du coup, le souffle, la respiration, c'est la parole, c'est la communication et c'est le mouvement. C'est précisément tous les domaines qui sont affiliés à l'élément R. On a aussi un lien avec la divinité Ogmios pour le peuplier. C'est le dieu du langage, hein, qui représente cette fois-ci la parole rituelle qu'on relie au monde des hommes, qui relie le monde des hommes, au monde des dieux. Donc encore une fois, le pont. Et donc, il va être en lien avec le verbe, ce qu'on appelle la parole créatrice, donc, hein, avec la magie du coup, parce que la parole créatrice c'est quand même la magie. Le pouvoir occulte, c'est le gamme celtique, par excellence, hein, puisque ça reste un langage sacré. C'est aussi la souplesse, voilà, excusez-moi, c'est aussi la souplesse d'esprit, du coup, hein, puisqu'on a aussi ce mouvement. Il aussi. Voilà. Donc, il y a cette facilité à changer, puis encore une fois, hein, il est lié à la rune Ehwaz, qui est celle des chevaux. Donc, les chevaux, c'est le voyage, mais c'est aussi le mouvement, c'est... Voilà, c'est l'ouverture, j'ai envie de dire, sur les vastes étendues. Sur le monde, oui. Voilà. Donc, rune associée Ehwaz, hein, qui est la rune du cheval, on vient de le dire, du mouvement. On a Ulus, qui est la rune de fertilité et d'abondance. Hein. Ouais. On a la rune Féu, aussi Féu, c'est la première de Logan. Elle est reliée à Alder, pour la simple et bonne raison que Alder, c'est l'arbre, on a dit, qui est lié à l'initiation, à l'impulsion, donc au commencement. C'est aussi, d'ailleurs, Féu, une rune du feu. Hein, complètement. Du feu solaire, donc qui incarne l'énergie première. Hein. Donc, toutes ces runes vont vous permettre de commencer une construction, vous donner des bases solides. Les bases solides qui vont vous permettre, lors du prochain Esba et aussi du prochain sabbat, à prendre vos engagements. Voilà. Elle vous donne la stabilité pour pouvoir vous poser et dire maintenant, on peut faire ça, on peut se lancer. Alors les cristaux associés à cet Esba, on en a plusieurs, hein, parce que comme d'hab, hein, de toute façon, mais on a l'améthyste. Pourquoi? Parce que c'est l'œuf de maturation, c'est le violet, c'est l'intuition. Oui. Donc c'est la période, hein, où l'intuition se développe, hein, les énergies reviennent, donc l'intuition se développe. On en a une que je ne connaissais pas et que j'ai découvert dans la Bible du Diol en fouillant pour la vidéo, hein, justement, qui s'appelle la pierre thésite. Oui. Alors, c'est une pierre brun-rouge, c'est assez joli en fait. Hein. Moi, je crois que je suis tombée amoureuse de cette pierre en faisant les recherches dessus. Je l'aime vraiment beaucoup. Et en fait, elle est appelée... C'est un mélange d'œil de faucon et d'œil de tigre. Ouais. Donc niveau couleur, c'est vraiment brun-rouge, c'est très joli. Et elle est appelée aussi pierre des tempêtes. Donc ça m'a fait beaucoup rire parce que ça prend vraiment la jonction des autres Esba qu'on a pu travailler. Oui. Et parce qu'en fait, elle apporterait aide et soutien dans les grands moments de perturbation. Donc là, on a été bien bousculés en fait par la tempête qui nous a trimballés, qui nous a poussés. Et du coup, ça nous permet vraiment de nous stabiliser après la tempête et de retrouver nos marques. Effectivement, donc on a à nouveau sur ce côté tempête qui s'essouffle et qui nous laisse à nouveau respirer. Voilà, donc j'ai vraiment bien aimé ça parce que ça joue vraiment sur le côté stabilisateur du truc. Ouais. Et j'ai vraiment bien aimé ce côté-là chez cette pierre. Elle ferait aussi, alors là c'est quelque chose d'un peu plus éso, hein, effectivement, elle serait gardienne des clés du royaume des cieux. Ah. Et du coup, le lien avec Hécate, tu vois, c'est fait assez facilement aussi à ce moment-là. Et comme on en parlait tout à l'heure d'Hécate, je trouve que ça allait bien dans la jonction du truc. Elle ferait le lien, donc là tu parlais des ponts, entre le plan éthéré et le plan terrestre. Oui. Voilà, donc encore une fois, on a cette symbolique du pont que tu mentionnais tout à l'heure. Et puis elle est utilisée dans la quête des visions.
où elle protège le corps en fait pendant qu'on l'esprit part valdinguer ici et là. Voilà, donc c'est vraiment une pierre intéressante qui est en lien encore une fois avec le mouvement parce qu'elle permet une protection pendant le mouvement, pendant le voyage. Donc oui, autant le peuplier que le saule finalement, puisque c'est l'eau, c'est la lune, c'est l'intuition et c'est aussi tout ce qui est prémonition bien évidemment. Hein. Eh ben tu peux continuer. Voilà, maintenant que le chat est installé. Donc cette pierre thésite permettrait aussi d'accéder à l'intuition. Donc on parlait de l'intuition tout à l'heure avec l'améthyste, etc. Ouais. Cette pierre thésite permettrait d'y accéder. Donc D'accord. de vraiment débloquer le truc pour pouvoir la développer après. Ok. Voilà. Ok. Donc c'est vraiment une pierre qui, je pense qu'elle va me plaire. Je vais pas tarder à investir parce que je pense qu'elle va me plaire. J'en ai cherché une aussi, puisqu'on parlait d'intuition, qui permettrait de la développer cette fois. Et j'ai toujours fouillé dans la Bible judéo, parce que pour le coup ça s'appelle une Bible, c'est qu'il y a une raison. Oui. Hein. Moi j'y trouve beaucoup de sources d'inspiration dans ce bouquin. Et on me parlait de l'amétrine. Donc à mi-chemin, le mélange entre l'améthyste et la citrine. Donc parfaitement dans les énergies de l'Esba, parce que à mi-chemin entre l'énergie lunaire de l'améthyste et l'énergie solaire de la citrine. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant aussi là-dessus, donc qui permet donc de développer l'intuition et elle aussi de protéger pendant les voyages astraux. D'accord. Voilà, donc encore une fois le mouvement, le voyage, etc. Ouais. Donc, on a toujours cette même symbolique qui tourne autour. Oui, non mais tout du long de toute façon. Hein. On a également donc dans les propriétés de la métrine la créativité. Oui. Hein, voilà, qui stimulerait la créativité et l'harmonie des perceptions, parce que c'est bien beau de développer son intuition, mais il y a un moment donné, faut encore une fois stabiliser le truc et éviter que tout parte à volo et tout parte dans tous les sens. Donc ça permet d'harmoniser un peu tout ce qu'on ressent pour pouvoir mieux le comprendre. Oui, d'autant qu'en plus, au niveau de l'Esba, hein, on a dit il est affilié au vent. Hein. Le vent, c'est celui qui va vous murmurer les bonnes idées, hein, donc on est sur l'intuition, la créativité, mais le vent, il peut partir dans tous les sens. Donc c'est vrai que c'est une façon de maîtriser ce côté un petit peu volage de l'esprit du vent. C'est ça. C'est du coup quelque chose d'intéressant aussi. Hein. Oui. Comme quoi, même dans les pierres, tu vois, il y a toujours les mêmes symboliques qui reviennent. Oui. Et je trouve ça assez drôle. Voilà, Oui. quand ça se goupille si bien, je trouve toujours ça très drôle. Ah non, mais voilà, de toute façon, voilà, on disait que les sabbats, la ronde de l'année, c'était vraiment, c'est l'harmonisation des énergies. Autant les esbats, c'est vraiment une chaîne. Oui. Une chaîne incroyable de correspondance, de complémentarité, d'ordre logique. Inouï. Qu'on n'aurait pas forcément cherché là si on n'avait pas fouillé un peu plus. Tout à fait, c'est pas seulement être côte à côte, hein, c'est vraiment de l'intrication. Je suis désolée, elle est en train de... Pourtant, c'est pas faute de la peigner. Elle a été peignée hier, mais là c'est la saison du dépoilage, hein, de toute façon, il n'y a rien à faire. On l'avait pas indiqué dans notre esba, mais c'est vrai, c'est la saison aussi. Mais tu te trompes d'esba, c'était au dernier qu'il fallait récolter les poils. Et donc pour finir sur les pierres, j'ai cherché aussi une pierre pour la sagesse, parce que c'est aussi ce moment-là où justement on pose les choses, donc on deviendrait sage, voilà. Hein. Mine de rien, c'est aussi un peu ça, parce qu'on se pose, donc Et voilà. puis ça va aller avec le saumon, hein, qui est quand même l'animal de l'esba. Exact, exact. Et là du coup, toujours dans cette même Bible, j'en ai trouvé 3. Donc il y a l'émeraude, le lith et la serpentine. Alors... Ouais. Là, on a des petites chips de litre, je sais pas si vous les verrez bien, au pire je te laisserai remontrer mieux que ça. Oui, de toute façon je mets des photos, voilà, je parce pense. que là c'est un peu compliqué. On a la serpentine, alors là par contre on en a une que je peux montrer. Alors on parlait de paroles créatrices justement, je vous redirai juste après. Alors donc ces 3 pierres, là où elles m'ont fait sourire, c'est que les 3 ont la même ambiance, dans le sens où elles ont toutes les 3 des nuances de vert. Oui. C'est pas le même. Oui. C'est pas le même vert du tout sur les 3, mais elles ont les 3 cette nuance de vert. Oui. Et du coup, le vert, pour le coup, est thématique aussi, parce que c'est la couleur de l'espérance, hein, ça on est d'accord. Oui. Mais c'est aussi la couleur de l'harmonie, de l'équilibre. Et du coup, à cette saison où on commence à se poser, on trouve l'équilibre. C'est aussi la couleur du vent. C'est vrai.
Je l'aurais pas associé au vent, moi, mais Ah bah c'est soit. le souffle dans les feuilles, c'est ce côté un petit peu verdissant qu'il apporte justement dans les marais, tu vois, cette odeur de mousse. Ouais. Qui le parfume, qui le colore légèrement. Et dans les 4 éléments, le vert il est soit de couleur jaune, Ouais. soit de couleur verte. Je l'ai plus souvent vu en jaune, c'est pour ça que je fais pas forcément le lien Le avec lien. le vert. Mais tu soit. sais que les 3 couleurs primaires, tu sais, on dit le magenta, le cyan et le jaune. Oui. Hein, en informatique, C'est le le jaune vert. n'existe pas, c'est le vert à la place. Oui, c'est vrai. Donc C'est vrai. pour tout ce qui est lumière finalement, Oui, lumineux, oui. électrique, ce n'est pas le jaune, c'est le vert. C'est vrai. À vous de voir, mais vu qu'on est sur la fin de l'orage, j'ai Oui, tendance à lui donner cette petite teinte verte. Ça se tient. Non, mais ça se tient. Ça se tient. Donc après, il y a chacune de ces pierres a quand même une propriété en lien avec la sagesse particulière. Oui. Donc pour l'émeraude, elle va jouer sur le discernement. C'est sûr que si on perçoit plus correctement les choses, on est forcément plus sage. Bien sûr. Hein, ça paraît plutôt logique. On a le lith. Alors là, le lith, tu devrais en mettre un peu plus parce que ça enseigne la patience. Ah, donc, voilà, ah, à bon entendeur. Je suis patiente, j'ai Non. allongé les journées. Passons. Soit, passons. Ma mauvaise foi légendaire. Voilà. Ça, c'est fait. Ma foi, si tu penses à la cacher, c'est raté. Oh non. Oh non, 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 non. Je suis parfaitement consciente de mes défauts. Tant mieux, c'est comme ça qu'on les maîtrise le mieux. Hmm. Et donc pour finir, la serpentine, donc la fameuse serpentine que Bélissande m'a prêtée là, elle permet de prendre connaissance donc du passé, du présent et du futur pour pouvoir prendre conscience des choses et donc prendre du recul sur les choses et donc d'acquérir la sagesse par définition. Puis la serpentine, elle porte bien son nom, hein. Serpente, serpent, ça a ce côté sinueux, mais le serpent, c'est le sifflement, c'est la sagesse, c'est beaucoup de choses, et c'est aussi le verbe, hein. C'est encore une fois la parole créatrice, c'est une pierre qui murmure et à qui on murmure. Moi je l'utilise beaucoup pour communiquer avec... Attention, aïe, elle m'a enlevé un bout de steak. Donc effectivement la serpentine je l'utilise vraiment pour communiquer avec les entités plutôt chthoniennes en fait, hein, justement, qui sont souterraines, qui sont affiliées à tout ce qui est mystère, tout ce qui est caché, puisque encore le serpent porte cette symbolique et voilà, hein, elle s'appelle serpentine, c'est bien parce qu'elle a un petit peu la couleur oui, un petit peu. du serpent, ce côté-là, voilà. On a aussi, puisque tu parlais de communication, ça tombe bien, on a la fluorite. Oui. Enfin la fluorite Ah bah oui. arc-en-ciel pour le coup. Donc, pierre de communication par excellence. Hein. Pour le coup, verbe créateur et compagnie, on y est. Oui. Hein. Et on a du coup, enfin moi je l'utilise comme ça, il me semble que toi aussi, pour communiquer avec le petit peuple. Ah oui, oui, beaucoup. oui. Hein. Oui. Donc qui est en pleine activité à cette saison. Oui. Hein, c'est le printemps, donc les élémentaux et le petit peuple en général sont en général très affairés, enfin commencent à s'affairer. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment la période. Et puis l'œil de taureau, alors là pour le coup, en astrologie occidentale, le taureau, c'est mon signe astro, c'est pour ça que je me permets, mais c'est la stabilité, hein, c'est vraiment le signe de terre par excellence. C'est presque un peu trop ancré d'ailleurs, ce qui rend parfois obstiné. Hein. Mais voilà, c'est vraiment ce côté stable et ce côté renforcement chez l'œil de taureau qui est utile à cette période. Oui. Et je rajouterais juste une chose pour la fluorite arc-en-ciel. Hein, pour moi, elle est encore plus ancrée dans la saison, dans le fait où, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la saison des pluies. Hein, c'est la saison du vent et c'est la saison du soleil. Et dans le ciel, on a l'occasion d'admirer de magnifiques arcs-en-ciel dans l'occasion. C'est aussi en utilisant de la fluorite une façon de rendre hommage. C'est vrai. À la période. Donc voilà. Juste ça, encore une fois. Non mais c'est vrai que pour le coup j'aurais pas forcément fait le lien avec la météo, mais effectivement. Ah ouais, c'est quelque chose de très littéral. Hein. Et du coup, pareil, la déesse Iris, qui est quand même messagère des dieux. Oui, hein, oui. Le panthéon grec. Donc j'ai envie de dire la fluorite arc-en-ciel pour le côté message communication. On est vraiment plein dedans. Hein. Tout s'imbrique parfaitement. Parfaitement. C'est vrai.
Donc après les cristaux, on a les plantes associées. Alors les pâquerettes, parce que vous allez en voir partout dans les champs à cette période-là, c'est des mini-soleils. Hein. C'est des mini-soleils, donc voilà, le soleil revient, les pâquerettes aussi. Voilà. Exactement. Je fais synthétique, mais en gros c'est l'idée. On a donc les phlox qu'on mentionnait tout à l'heure. Oui, alors, du coup, là on peut pas passer à côté. Hein. Ah bah non, après c'est une fleur que je connaissais pas du tout, hein, donc je suis allée farfouiller aussi pour la vidéo, parce que voilà, je suis assez curieuse quand même. Et du coup, ça symboliserait la générosité, l'abondance. Oui. Donc on revient au côté protection matérielle des divinités de tout à l'heure. Et du coup, donc les couleurs, hein, vraiment le côté vif qui revient cette saison-ci. On a, alors là, c'est plus le côté argotique et anecdotique. Hein, on a l'oseille El Radi. Hein, ah ouais. Donc pour l'argent, mine de rien. Donc mine de rien pour la richesse matérielle. Bah oui, pour le coup, hein, on y est aussi. Et puis, tout ce qui est plantes parfumées, bien sûr. Ah oui. Parce que le vent fait circuler les parfums. Hein, donc tout ce qui est plantes parfumées, c'est la saison aussi où on peut s'en occuper avec joie. Vous voyez, là, vous avez la petite menthe qui, pareil, parfume pas trop là, pour le moment. Elle est encore un peu pâle, oui. Je viens de la rempoter, alors elle m'a fait un petit peu la tête, mais là elle est en train de reprendre avec des pousses de partout. Là, je suis contente. Oui, ça va venir. Je viens juste de la rempoter. Donc voilà. Et puis pour finir, l'acacia. Oui. Donc là, je vous renvoie au travail que Bélissandre a déjà fait sur le sujet, mais le côté imputrescible dont tu parlais tout à l'heure, les grappes parfumées, parce que pareil, l'acacia, les fleurs, c'est hyper parfumé. Oui. En grappes, donc en abondance. Voilà. Là, on parle de grappes parfumées, je pense, glycine. Oui. Avec le côté violet aussi de la métisse dont on parlait tout à l'heure. Hein, encore une fois, Il y a même des acacias dont la fleur est jaune, qui pourrait rappeler la citrine. Ok. Et pour la Kitchen Witch, alors la glycine, il n'y a que la fleur qui est comestible. Tout le reste, la tige, les feuilles, tout est toxique. Mais la fleur, elle, est comestible. Donc il faut s'amuser à tout dépioter. Et puis l'acacia jaune, eh ben, il se mange aussi. Vous pouvez faire de jolis beignets ensemble pour refaire la pierre d'amétrine. Donc ça peut être une façon de la symboliser si vous ne l'avez pas. Voilà. Effectivement. Et puis de la manger. Et du coup, pour le coup, d'en incorporer la symbolique. Hein. Oui. Dis, mademoiselle, as-tu fini de faire ton intéressante pour perturber notre vidéo? Ça veut dire non. Donc après les cristaux et les plantes, l'animal associé. On en a parlé tout à l'heure, le saumon. Oui. Le saumon parce que persévérance, hein, mine de rien, pour remonter les cours de flotte, il faut insister. Parce que il y a du courant, ça bouge, hein, donc voilà. La force et le courage parce que, encore une fois, hein, il faut au moins ça pour la remonter. Le retour aux sources, le lien aux ancêtres, etc. Parce que, comme on le mentionnait tout à l'heure, il remonte là où il est né pour aller engendrer des générations futures. Ouais. Et puis du coup c'est vraiment la sagesse aussi parce qu'il emmène donc avec sa persévérance, sa force, son courage, la connaissance de son passé puisqu'il y revient, donc c'est qu'il le connaît mine de rien, et donc avec ça la sagesse forcément. Pour pouvoir affronter les épreuves qui l'attendent, donc on est en plein dedans. Donc de même, le saumon, il enseigne que même si vous êtes emporté par le courant de la vie, que parfois on a l'impression de ne plus contrôler les choses, vous avez toujours vos ressources personnelles qui sont cachées, auxquelles vous pouvez faire appel justement pour pouvoir redevenir maître de votre situation. C'est aussi une des formes de sagesse qu'enseigne le saumon. Idem chez les Amérindiens d'Amérique. Vous savez qu'on a parlé de la lune rose, on a parlé des phlox, mais le saumon aussi il est rose. Maintenant qu'on le dit. Et les Amérindiens, ils voyaient le saumon remonter, et pour eux cet animal, c'était des âmes qui ne s'étaient pas incarnées. Voilà, donc on a encore une fois le lien, j'ai envie de dire, aux ancêtres, en tout cas au monde éthéré. Oui, complètement. Il est vraiment lié au monde des esprits, le saumon. Et donc, il leur a attribué une capacité à jongler entre le monde spirituel et le monde terrestre. Puisque, après tout, il nous montre comment, à chaque tournant dans la rivière, nous attend une nouvelle aventure. L'eau, c'est quand même entre le ciel et la terre. Donc, vraiment, entre les deux, et il fait son petit chemin, le saumon.
Il y a donc une symbolique encore une fois intéressante à creuser. C'est aussi bien sûr le saumon, l'instinct et l'intuition, encore une fois affiliés aux énergies lunaires, parce que il faut l'instinct pour pouvoir se réorienter à travers le courant jusqu'à la source originelle de notre lieu de naissance. Encore une fois, il a besoin de cette intuition-là pour pouvoir faire ce que, j'ai envie de dire, lui commande la nature, c'est-à-dire se reproduire. Tout ça, ça participe donc de la sagesse du saumon chez les Amérindiens, qui fait partie des animaux totems. Voilà. Parce que ça, on l'avait pas dit non plus, je crois. Non. Ça fait partie des animaux totems. Donc voilà, quand vous voulez travailler les animaux totems, moi je sais que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Quand je sais pas auquel m'adresser, parce qu'on peut les appeler bien évidemment pour qu'ils nous guident, pour savoir lequel nous est le plus affilié, mais on peut aussi les utiliser pour comprendre les choses, à travers les rêves, à travers tout ça dans les symboliques. Donc moi j'aime bien faire appel au saumon, parce que justement le saumon il connaît les chemins, il sait retourner à la source originelle, il a la sagesse, donc je lui demande de me conduire là où je dois aller. Voilà, donc pour ça moi fait un bon guide, oui, voilà, c'est vraiment un esprit guide pour moi dans ce sens-là, où il va me mener vers l'animal ou vers la zone ou la situation qui est intéressante à ce moment-là. Et ben maintenant on va pouvoir passer aux couleurs. Moi je pense qu'on a largement vu le rose avec les box pour le coup. Voilà, les roses aussi qui commencent à reparaître. Ouais, exact. Sinon au niveau des couleurs, on a les couleurs des 4 éléments. Oui, bien sûr, oui. Le bleu, le jaune, le vert, pas de souci. Le rouge. Le brun, pour la terre aussi. Bien sûr. Voilà, le vert de la végétation, on l'a dit. Toutes les couleurs vives aussi. J'ai envie de dire que ce soit l'orange, le violet, puisqu'on a vu la métisse c'est quand même bien présente dans plusieurs pierres. Voilà. Oui, bien sûr. Les couleurs brunes et puis chatoyantes, un peu moirées, comme pour l'œil de tigre. L'œil de taureau aussi, je crois. Oui. Voilà. Vous avez bien évidemment... toutes les couleurs pastel, référence au printemps, toujours. Voilà. Qui sont là quand même. Voilà. Le blanc, le noir sont aussi des couleurs. Qui sont pas à part. Vous avez du blanc sur les marguerites, vous avez du noir sur certaines tulipes ou même certaines calas. Ça c'est mon côté Santa Muerte, vous me pardonnerez. Mais voilà, vous avez vraiment toutes les couleurs sans exception. Faut pas oublier que on est aussi sur l'arc-en-ciel, la lumière qui se réfracte en toutes les couleurs. Donc voilà, du rouge au violet, mais aussi en passant par l'absence, l'absence et aussi l'unification de toutes. Alors dans les divinités ou les entités associées, on l'a dit, Héra, Hécate, Perséphone. Voilà, pour les références à l'Ogam Celte, etc. Ça on est d'accord. Et Ostre bien sûr. Oui, à nous. Voilà. Toutes les divinités mères en tout genre. Ogmios, donc que tu mentionnais tout à l'heure. Oui, le dieu du langage, bien sûr. Voilà. Et toutes les divinités liées justement au langage et et à tout ce qui est parole sacrée, art de la rhétorique, tout ce que vous voulez. Et puis les arts en général, d'ailleurs, la musique, etc. Oui. Voilà. Surtout la musique. On est d'accord. On en a parlé encore une fois avec la saison, zut. Donc la flûte, la harpe, la guitare, des instruments modernes comme anciens, tout ce que vous voulez, le chant, ça aussi, celui-là il coûte pas cher. C'est un instrument qui coûte pas cher. Il est fondé à la naissance généralement. En général, il commence même par là. Donc voilà, on a toutes les entités du petit peuple, oui. Les élémentaux. Oui, bien sûr. Ah bien sûr. Les élémentaux, on peut pas passer à côté. Voilà, moi c'est quand même la période où je les honore le plus. Et c'est la période où tout renaît, voilà. donc où ils sortent. Ils reviennent, donc voilà, c'est le moment de leur faire un petit big up si vous travaillez avec eux. Donc voilà, moi je sais que j'aime encore bien faire ça. On va même le voir un petit peu plus tard, il me semble. Oui, il me semble aussi, effectivement. Donc voilà, pour les divinités et entités, je pense que... Les divinités mères aussi. Tout ce qui est... Voilà. Tout ce qui est déesse de fertilité aussi. Lunaire.
bien Bien évidemment. sûr. Mais tout ça, généralement, c'est lié. Hein. C'est ça. Bah, moi, je vous renvoie au chant de Robert Glass. On en mentionnera un peu plus Ancient loin, mais Mother. Ancient Mother, si vous pouvez l'écouter à cette saison-ci, elles aiment bien. Oh et là là, puis, moi, il a une fâcheuse tendance à m'emmener très très loin quand même. Hein. Donc Oui. voilà, profitez-en à l'occasion, elle est sympa à écouter. Et puis, dans la pratique, elle peut être utile. Très, très, très. Du coup, bah, on continue avec la bougie associée, Mais oui. hein, c'est encore toi. Eh ben, je vais varier. Elle est rose. Voilà. Je ne reviendrai pas sur toute la symbolique du rose qu'on a mentionné précédemment parce qu'on va vite tourner en rond sinon. Mais moi je l'ai fait rose aussi parce que, bon, du coup le ciel couchant, mine de rien, Oui, qui est rose. bien sûr. Hein. Je l'ai faite aussi rose pour la tendresse du moment Oui. parce que on est dans la saison des amours, mais pas que. C'est l'amour maternel aussi. Voilà, c'est l'amour filial, c'est etc. Donc L'amitié. c'est vraiment ce côté tendresse que j'apprécie dans le rose que j'utilise à ce moment-là. Et puis c'est La aussi, bienveillance aussi, hein. Bien et sûr. c'est pas la passion dévorante, hein. Non, qui non, bien sûr, justement- ça a ce côté aussi un peu timide, hein, le rose. Hein, Oui. voilà. Ça a ce côté un peu prude finalement. Oui. Voilà. Et c'est accessoirement aussi le mélange des deux couleurs qu'on va mettre à l'honneur à Beltane, donc au sabbat qui approche. Parce que c'est le rouge très passionné, très vigoureux, et le blanc très pur, très chaste et très Platonique. voilà. Donc c'est un mi-chemin entre les deux, tu vois. Et du coup, c'est vraiment la couleur que j'attribue à cette Avec fille. ce petit côté ingénu aussi. Oui, complètement. Oui, c'est ça, le côté ingénu, la candeur qu'on peut retrouver qui se mêle justement pour avoir, voilà, non pas un amour, j'ai envie de dire, conjointe, mais plus un amour du parent pour l'enfant, hein, avec cette volonté de protéger, cette petite vie qui est encore un peu maladroite, un peu gauche. Bien sûr. Oui. Et il y a aussi toute cette symbolique d'amour naissant. Parce Oui. qu'un amour naissant n'est pas passionné. Non, voilà. il Pas est pas- toujours. Non, c'est le début, Voilà. hein, C'est vraiment le début commencement. encore timide. Et voilà, le commencement qu'on mentionnait aussi tout à l'heure. Donc voilà, vraiment la bougie rose, moi, pour cette saison, ça me paraît la plus appropriée, malgré le fait que le rose soit partout. Que ce ne soit pas ma couleur préférée. C'est surtout ça que tu veux dire par mal. Oui. C'est une couleur que je n'aime pas particulièrement, mais bon, cette saison, voilà, je peux pas passer à côté. C'est comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Alors, dans les énergies dégagées Oui. par cette lune, je te laisse en parler. Oh bah écoute, si tu veux. Allez. Alors du coup, ben, on l'a dit déjà pas mal de fois, hein, vous avez l'orage donc qui s'est estompé, puis cette fois-ci qui fait place à une petite brise plus douce, plus légère, hein, beaucoup moins violente et un petit peu plus suggestive. Hein, cette fois-ci, vous commencez à reprendre les rênes. On le disait encore tout à l'heure avec la péridonite. Non, Pierre-Técite. Pierre-Técite. Péridonite. Sors-nous celle-là. Je préfère ne pas le savoir. Faut que j'arrête de picoler du thé, moi. Oui, c'est ça. Mets-toi au café, va. Donc, l'orage s'est apaisé et puis se transforme aussi en pluie. Hein, vous savez, souvent, pendant l'orage ou pour faire retomber l'orage, vous avez la pluie. Et c'est vrai qu'on est en saison des pluies, hein, qui sont ici, non pas lustratrices comme elles l'ont été à Imbolc, hein, pour cette période de février, mais vraiment les pluies d'abondance. Hein. Elles sont légèrement chaudes cette fois-ci, réchauffées par le soleil. Et donc, elles n'ont plus du tout la même portée, j'ai envie de dire, énergétique. Cette fois-ci, elles sont là pour nourrir la terre, elles sont là pour venir pénétrer vraiment jusqu'au cœur de la nuit pour en faire germer tout ce qu'elles peuvent de lumière. Hein. Donc on est sur ce type de pluie-là. Ensuite, donc, cette abondance qui va venir avec un vent qui apporte le mouvement, hein, mine de rien, ce vent va permettre d'élever ces graines. Hein, vraiment de les faire ressortir du sol et puis de les voir commencer à onduler, voilà, dans la légèreté du moment, parce qu'on est sur quelque chose de léger, de gai, hein, un petit peu comme le chant des oiseaux. C'est vrai que ça commence avec les croissements de corbeaux, hein, vous savez, le début du printemps qui annonce que ça y est, les oiseaux commencent, mais très vite, on entend les mésanges, on entend les rossignols, on entend les rouges-gorges, voilà, tout un tas de petits oiseaux comme ça, au chant joli. Au chant plus léger, oui, que les croisements. Qui viennent et puis vous voyez vraiment flotter au gré du vent, donc c'est vraiment un petit peu comme la baguette
d'un chef d'orchestre. chef d'orchestre, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est l'orchestre grouillant, hein. Vous avez une multitude de sons qui sont là et qui vont jouer en harmonie pour célébrer le moment. C'est vraiment quelque chose de très beau à ce moment-là pour moi, de réécouter le chant des oiseaux, parce que c'est vraiment cette image-là que j'ai en tête. Donc, on est à mi-chemin entre deux sabbats, on l'a dit aussi, on est entre Ostara et entre Beltane. Donc, vraiment, cet esba va être... Alors, ça peut dépendre de la période, hein, selon si cette pleine lune va être plus Ostara, Ou plus Beltane, ou plus entre les deux, mais elle va plus tirer des énergies de l'une ou d'une autre selon les moments de l'année. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de l'événement astronomique et aussi des énergies que vous ressentez, comment vous réadaptez un petit peu la chose, sur quoi vous allez travailler un peu plus précisément pour l'année à venir. C'est le moment donc entre ce que nous étions, hein, c'est-à-dire l'œuf de Sarah, et puis aussi ce que nous voulons être avec Beltane et ses engagements, c'est-à-dire dans quoi on veut s'engager, ce qu'on veut devenir. Ces deux-là, voilà, c'est entre deux où on est en pleine mutation finalement. Donc c'est vrai qu'on a donné le saumon donc, qui remonte, on aurait presque pu mettre un animal qui mue. Oui. Comme le serpent et la serpentine d'ailleurs. On en a parlé aussi, oui, finalement. Qui correspond bien aussi à la période, parce que effectivement c'est le moment où vous quittez votre ancienne carapace, hein, celle qui vous a protégé pendant la tempête, mais qui a commencé quand même à fissurer, pour vous en refaire une nouvelle. Donc c'est aussi une période de fragilité. Oui. De fragilité où vous allez chercher le renforcement. Donc, d'où ce côté un peu duel. Hein. Le 2, c'est les deux pas pour avancer, pour être en équilibre. 2, c'est aussi le chiffre du renforcement. Donc, vous avez toute une table symbolique aussi avec le chiffre 2 à travailler, que vous travaillerez encore plus à Beltane, hein, puisque c'est l'engagement à 2 aussi. Pareil, donc, la sève est montée à la dernière pleine lune. Hein, on a dit qu'on était en mutation. Cette fois-ci, on voit comment on l'utilise pour grandir et se renforcer, puisqu'on est dans les énergies justement qui croissent. Afin justement de nous sortir finalement entièrement près de cette coquille. Hein. On l'a percée, on finit vraiment les derniers préparatifs pour prendre notre forme définitive. Donc pour l'heure, on doit juste s'assurer pendant cet esba d'avoir, j'ai envie de dire, les reins solides. D'avoir cette solidité dont on va avoir besoin, de remonter aussi à la source des fils et des liens qu'on a tissés précédemment, pour pouvoir justement les concrétiser à l'esba suivant. Hein. C'est-à-dire que là, on a les projets. À Ostara, on a commencé à formuler ce projet, hein, on était dans cette idée-là. À Beltane, on le concrétise. Donc là, c'est vrai qu'on en prend vraiment soin. C'est ça, on vérifie. On vérifie qu'on peut le concrétiser. On éprouve avant vraiment de s'engager définitivement. Donc c'est aussi la période où vous partez lancer vos appels d'offres, j'ai envie de dire. Exact. Hein, pour dire, bon ben voilà, là moi j'ai tel projet cette année, est-ce qu'une entité parmi vous a envie de travailler avec moi là-dessus, ou je sais pas, cette année j'ai fait beaucoup de travail sur moi, je me sens prêt à avoir une entité tutélaire. Donc entité tutélaire, c'est-à-dire une entité marraine, hein, qui va venir vous taper sur les doigts quand vous en avez besoin, hein, qui va venir vous soutenir et vous protéger aussi quand vous en avez besoin, qui va vous enseigner, qui va partager avec vous des choses. Donc c'est le moment, hein, de lancer voilà, les appels au peuple, de contacter des divinités précises si vous avez des divinités précises en tête pour essayer de travailler avec, faire des collaborations. Voilà. Une fois que vous savez qui vous êtes, vous allez pouvoir collaborer avec les autres parce qu'ils vont enfin pouvoir vous cerner. Hein. C'est difficile de travailler avec quelqu'un qu'on ne peut pas cerner. Hein. On ne sait pas si on peut avoir confiance. Oui, donc inversement, si toi tu sais pas qui tu et es, si tu ne sais pas qui appeler non plus. Exactement. Tu sais pas ce que tu es prêt à faire pour l'entité avec laquelle tu vas travailler, donc exactement. C'est pas stable. Il y a un véritable ordre qui est présent ici et qui va vraiment vous aider. Donc bien évidemment dans les activités, on va être à la fois sur des activités de renforcement, mais aussi des activités de préparation au prochain ESBA. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les énergies. Ouais. Est-ce que tu as des choses à ajouter, toi, sur les énergies du moment ?
Non, moi enfin, si je vais jouer sur la période de fragilité justement Oui. pour aller parce que je suis une sale bête et que je vais lutter contre. Oui. Moi, c'est la période où justement je vais pouvoir faire un point sur mes faiblesses parce que justement là j'ai plus de façade, j'ai plus de carapace, j'ai plus rien. Je suis toute nue, hein, et bah du coup Oui. c'est le meilleur moyen de voir où c'est cassé et pour pouvoir réparer avant de se relancer dans des trucs parce qu'on se lance pas dans une nouvelle aventure si on est cassé de partout quoi. C'est vrai. Voilà, vrai. donc c'est la période aussi où je vais pouvoir faire le point sur mes fragilités, mes faiblesses pour pouvoir les combler au besoin avant de me relancer dans quelque chose et de m'engager dans quelque chose à Beltane. Avec des pluies nourrissantes aussi, Voilà, de ce qui vont côté pouvoir riche. me soigner un petit peu, me renforcer et justement voilà, me renforcer pour pouvoir passer à la suite. Bon ben, des activités. Allez. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles comme activité quand on est tout seul? Oh bah écoute, tout seul, moi pour moi c'est vraiment l'heure d'aller se balader dehors. Hein. Bon déjà parce que je suis quelqu'un qui aime T'es une beaucoup femme la nature. d'extérieur, oui. Ces derniers temps j'ai plus l'impression d'être, comment dire, soudée à ma chaise malheureusement. Mais oui, j'adore l'extérieur, c'est vraiment le moment où vous allez pouvoir aller chanter, célébrer la nature. C'est le moment de l'observer, de s'inspirer d'elle. C'est aussi le moment pour les semis, les débuts des récoltes, hein, donc les travaux de jardinage bien évidemment, on va voir. Alors là je vous ai concocté concrètement quasiment que des trucs en lien avec la germination, hein, vous allez voir. Donc c'est le moment aussi où vous allez justement préparer le terrain, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez vous organiser. Mettre des codes couleurs par exemple, bon bah les plantes toxiques en rouge, les plantes comestibles en vert, les plantes qui pourraient être comestibles mais que je n'estime pas comestibles parce qu'elles ont reçu des pesticides, bah, je vais les mettre en noir, etc. Donc vous allez faire un code couleur, les champignons d'une autre couleur, voilà, les trucs qui sont pas toxiques mais qui sont pas... voilà, qui peuvent créer des petits désordres, etc., etc., etc. Donc voilà, vous allez préparer ça, vous allez préparer aussi vos espaces, hein, les étiquettes aussi, comment je vais faire mes étiquettes, quels symboles je vais faire, est-ce que je fais des sauts de scellement dessus, etc. Donc voilà, là j'ai envie de dire, il y a à faire. Hein, c'est le moment où la nature elle s'active, c'est le moment aussi où le petit peuple il s'active, donc c'est le moment de faire pareil. Hein, même pourquoi pas d'aller leur demander conseil parce que ils sont occupés mais c'est pas non plus encore la pleine saison donc on peut encore ils ont encore le temps de nous conseiller même s'ils sont occupés, ils ont encore le temps de faire une pause, ils le prendront que si vous leur offrez un repas et des choses, hein, attention. Oui bah il y a un moment donné c'est logique mais, aussi ouais, il y a des entités, t'es pas obligé, mais eux, tu les fais venir que si tu leur offres un truc à manger. Voilà, c'est comme ça avec eux. Mais oui, oui, oui. Donc c'est aussi le moment de rentrer en contact avec eux. Hein. Donc oui, c'est ce que je disais, très présent, mais pas encore affairé au point de s'offusquer si vous les invitez à faire une petite pause pour déjeuner avec vous lors d'un pique-nique. Hein, je dis bien pique-nique, parce que c'est vraiment le moment de sortir dehors, si vous l'aviez pas compris. J'en ai marre d'être enfermée. Donc, jus de pomme au tilleul. Alors, moi, je ne le fais pas moi-même. Parce que j'ai un ami qui a un ami. Non, il n'a pas d'autre ami. Mais l'ami de cet ami fait un jus de pomme au tilleul à tomber par terre. Vraiment, c'est parfumé. Vous sentez le tilleul frais. En plus, il y a un choix de diverses pommes avec des pommes de vieilles espèces qu'on trouve quasiment plus. Et ce jus de pomme, il est fruité, il est frais, il est divin, il n'est pas acide, il n'est pas trop sucré, juste ce qu'il faut et juste ce qu'il faut en proportion de veine. Le petit peuple l'adore. Attention parce que, pareil, si vous leur offrez des trucs et que ça leur plaît pas, j'ai déjà eu une fois la mauvaise surprise de voir un plat complètement mort. C'est vrai que c'est facilement. Ouais. Ils peuvent très vite effectivement prendre la mouche. Donc voilà. Si vous le faites, soyez sûr de votre coup. Faites ça dans les règles de l'art. Hein. Pompeux mais pas trop parce que sinon ils vont se moquer de vous, hein, clairement. Aussi, oui, oui. Donc voilà, il faut pas oublier que c'est quand même, en tout cas pour tout ce qui est fée et petit peuple, ils sont quand même joueurs. Hein, ils ont ce côté taquin, malicieux, un petit peu comme à Halloween, tu sais, un bonbon ou un sort. Oui, un peu de ça. Oui. Donc voilà, avec plus le côté sort que bonbon. Hein,
Donc c'est la période où les 4 éléments ils sont actifs. Où je vais tester mes affinités avec les éléments. Enfin, c'est fait depuis longtemps, mais vous, par contre, si c'est pas fait, c'est le moment, puisqu'on l'a dit. Mais ils sont tous. On a tout, hein. La terre, elle donne, on a le vent, on a la pluie, on a le feu solaire qui commence à revenir et puis qui nourrit tout ce petit monde. Donc, c'est le moment de tester les affiliations élémentaires. Donc, généralement, moi, ce que je fais, c'est que j'ai l'élément. Par exemple dehors, je vais aller demander au vent de souffler dans une direction, etc. Je vais voir si j'arrive, voilà, c'est ça. Avec l'eau, c'est pareil, je vais voir si je peux la rendre plus étincelante ou lui faire, enfin voilà. À chaque élément, en fait, vous allez pouvoir essayer de lui faire quelque chose. Voilà. Mais voilà, vous allez voir, hein, il y en a un, ça vient presque tout seul, il y en a un, ça demande plus de travail. Et puis en général, les deux autres... Généralement, celui qui est opposé à celui où vous y arrivez le mieux. En général, vous en ferez rien. C'est celui où vous aurez des résultats vraiment si maigres que ça vaut pas vraiment le coup d'y mettre beaucoup d'efforts. Après, vous verrez, hein, vous pouvez avoir aussi des bonnes surprises, mais... Voilà, il y en a, ils seront bons pour un, il y en a, ils seront bons pour plusieurs, il y en a, j'en ai croisé un, hein, tous. Oui, après c'est une question de, voilà, c'est vraiment une question d'affinité, de travail, ouais. Et puis après, voilà, hein, vous laissez faire l'élément, si jamais, moi j'ai louvoyé, tu vois, j'ai absolument, moi mon élément ça reste l'eau, oui. Hein, j'ai effectivement beaucoup de mal avec le feu, ouais. Hein, nous sommes d'accord, là ça va dans ton sens, ben j'ai louvoyé, je suis passée par les salamandres. Oui, voilà. Oui. Ah bah, c'est pour ça aussi que les éléments. Voilà, donc puisque j'arrivais à rien avec l'élément, je suis allée voir les élémentaux en question. Oui, bien sûr. Voilà. Ah bah, oui. D'ailleurs, ça fait partie du travail, justement, de partir faire la connaissance des élémentaux. Hein. Moi, ce que je fais pour les appâter, c'est que je prépare des bénédictions, puis des petits sortilèges pour les aider. On a des offrandes aussi pour eux qu'on a composées. Ouais, de toutes sortes, et puis après on adapte, hein, de toute façon, en fonction des réactions. Ça reste le grand secret de la pratique, hein, tu vois que ça marche pas, tu t'adaptes. Ouais. Tu réessayes autre chose, et puis voilà. Puis bon, avec les élémentaux, même s'ils se vexent facilement, même si ils ont une certaine propension à l'emportement, c'est vrai, il y a toujours moyen de se rectifier, ils ont pas de rancune. Non plus. Si tu leur manques pas de respect, c'est pas parce que tu t'es trompé qu'ils t'en voudront. Par contre, si tu leur manques de respect, là, c'est pas la même tisane. Mais il faut dire que pour les, enfin, je vois toujours les 4 éléments quand même comme 4 forces qui nous constituent. On est un petit peu aussi, on fait partie d'eux comme ils font partie de nous. Hein. C'est vrai. Et c'est surtout nous qui faisons partie d'eux. Hein. Donc il y a vraiment ce côté relativement bienveillant. Hein. C'est vrai. Ça c'est clair. Mais voilà, du coup, c'est vrai qu'il y a toujours moyen, si vous voyez que voilà, l'élément, vous n'arrivez pas à le manœuvrer, n'hésitez pas à discuter peut-être un peu plus avec les élémentaux concernés. Oui, puis faire appel à eux quand vous avez besoin, parce que c'est vrai qu'on peut avoir un moment ou un autre besoin d'un élément qui nous réponde mieux ou non. Enfin, voilà. Donc ça, c'est une des choses. Et puis ensuite, moi, il y a quand je pars dehors, encore une fois, où je vais jouer avec le vent. Ça reste mon élément. Je peux jouer avec lui une bonne partie de l'année quand même, mais c'est vrai qu'il y a 2 saisons pour moi. Hein. Il y a le printemps, avec le mois d'avril, où on dit ne te découvre pas d'aphid justement à cause du vent frisquet. Et puis il y a l'automne, où là c'est la pleine saison du vent et on s'en donne à cœur joie dans les feuilles. Donc voilà, ça c'est 2 périodes de l'année que je ne raterai pour rien au monde avec le vent, où je vais sortir pieds nus. J'en ai rien à faire que les gens ils me regardent avec des yeux de merlan frit parce que je suis pieds nus, bras nus, parce que généralement, vous savez, j'ai mon petit top noir là avec les manches volantes, parce que justement je joue dans le vent avec. Je pars donc dans un petit coin de clairière et puis là je vais danser. Je vais juste m'harmoniser avec les énergies qui sont environnantes. Donc c'est vrai que je vais des cheveux détachés aussi, hein, pour que le vent il puisse jouer avec ma coiffe, qu'il puisse aussi faire semblant de me coiffer à sa guise. Ça c'est un truc que j'ai avec lui depuis que je suis toute petite et il continue là-dessus parce qu'il aime bien me voir encore petite. Et puis t'aimes encore bien être vue comme une petite fille aussi, hein, faut le dire.
Oui, surtout comme je suis dans les bras des éléments. Je Tu me sens, rajeunis dans ces je cas-là. suis fille je deviens fille Oui, oui. Je deviens fille du vent, je deviens fille du feu, je deviens fille de l'eau, je viens... Oui, voilà. oui, non, mais je vois. Ouais. C'est vrai. Donc, pareil, là, je vais être comme une fleur au gré du vent. Je vais pas me soucier de si mes pas sont justes. Il n'y a pas de bon ou de mauvais pas de danse à ce moment-là. Il y a juste un ressenti et est-ce que c'est fluide? Voilà, il y a cette transe qui va venir petit à petit. Je suis dans la fluidité, je suis dans les caresses avec le vent aussi. Hein. Vraiment, je l'accompagne, je le sens d'aller dans un mouvement et je l'accompagne et il m'accompagne. Et vraiment, on crée un nouveau flux de vent tous les deux afin justement de libérer des énergies. Hein, c'est vraiment des échanges d'énergie à ce moment-là. Donc pareil, je vais l'emmagasiner à travers tous les fibres de mon corps. Hein. On a une peau avec des pores partout qui laissent sortir, mais avec lesquels on peut laisser rentrer l'énergie. Donc ça, je me concentre dans ma transe là-dessus et vraiment, je me gorge. Vraiment, mais comme une sangsue, quoi, jusqu'à en exploser. Donc ensuite, je vais partir en visualisation. Alors là, je pars en visualisation en même temps que je danse. Hein. Les mouvements d'air autour de moi. Et puis avec l'appui du vent, donc voilà, qui vraiment, je travaille avec lui depuis... Je parlais pas que j'étais déjà avec lui, quoi. C'est depuis toute petite. Je me rappelle pas d'un moment où j'ai pas parlé, joué, chanté avec le vent. Donc ça, je vais les transformer vraiment en énergie qui va me permettre de communier cette fois-ci avec mon environnement. C'est-à-dire que je me suis gorgée, mais du coup en me gorgeant, je deviens un peu cet environnement, vous voyez. Donc vraiment, c'est un petit peu comme s'il y avait un voile. Vous voyez, quand je danse, d'un seul coup, c'est moi qui vais dégager des énergies, et ces énergies, elles vont former un voile, elles vont devenir des fils, elles vont devenir des liens. Hein, qui vont me permettre vraiment de travailler mes sens perceptifs. Hein, je vais sentir les bêtes, les petites bêtes, vous savez, qui grouillent, qui font bouger la feuille. Je vais sentir la chaleur du petit rayon de soleil. Vous savez, vous passez un endroit dans la clairière, puis là, vous sentez quasiment un trait droit qui vous tape le visage. C'est juste un rayon de soleil. Et voilà, toutes les choses en fait vont devenir tangibles comme ça va devenir une véritable synesthésie de sens, d'énergie autour de moi. Et du coup, je vais me visualiser à ce moment-là, me transformer dans ce courant pour devenir vraiment une extension de moi et du monde. Hein. Je vais devenir vraiment un courant aérien intégré à l'univers et l'espace d'un moment. Et là, je vais tanguer, je vais voltiger, vraiment me fondre, me liquéfier littéralement. Hein. J'en perds presque mon enveloppe charlène, je ne la sens plus à ce moment-là. Je ne sens plus que le mouvement. Vous savez, vous avez les oreilles internes qui partent et puis qui ne sentent plus que le mouvement. Elles ne sont plus que ondes. C'est vraiment ça, une onde sonore. Le mouvement créateur, la parole créatrice en gestuelle. Voilà, littéralement. Et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, je vais finalement vibrer. Là, j'arrive sur une forme de vibration. Et du coup, je vais me reposer comme un souffle qui a fini de parler. Et je vais me réancrer dans les énergies de la Terre cette fois. Donc, c'est comme si j'étais cette fois-ci enracinée. Je me suis gorgée d'énergie, j'en ai redonné des miennes aussi. Et là, je reste tranquille en méditation pour profiter du moment. Donc, je ressors complètement essoufflée, les cheveux ébouriffés, j'ai toujours pas de chaussures aux pieds, les gens me prennent vraiment que pour une dingue et je m'en fous. Voilà, je l'ai dit, ne regardez pas ce que les autres pensent de vous, parce que ce moment-là, c'est un des rares moments de pure magie. Si vous arrivez à rentrer dans cette transe, vous en ressortez vraiment autre. Ça me dure pendant des mois. Généralement, ça va me durer 4-5 mois, cette excitation du moment, cette exaltation, vraiment, cette transformation.
c'est de l'énergie pour plusieurs mois. Donc ne vous en privez pas de peur de paraître un petit peu bizarre, parce que des fois l'endroit où je vais danser, il y a du monde qui passe. Je ne les vois pas, je m'en fous. Ils pourraient hurler, ils pourraient crier, ils pourraient appeler la garde nationale. Je me rendrais pas pareil. Ce serait pareil. Je ne m'arrêterais pour rien au monde dans ces moments-là. Et du coup, c'est vraiment une connexion non seulement entre mon corps terrestre, entre la terre sur laquelle je danse, parce que mes pieds, mine de rien, tout au long de la danse, ils restent connectés aux énergies terrestres. Bien sûr. Et l'élément air, le vent et les énergies et les senteurs. Voilà. C'est vraiment une harmonie entre ces deux éléments qui pourtant tout oppose. Voilà. L'espace d'un instant, ils sont vraiment réunis. Ils sont harmonieux. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Je trouve pas mieux. Alors je me répète. Désolée. Ensuite, il y a les chants. Ouais. Je pense que toi aussi tu chantes. Mais moi je chante tout le temps, j'attends aussi, pas le oui. mois d'avril. Moi je chante tout le temps parce que j'aime justement sentir la différence du même chant aux différentes périodes de l'année. Parce que même je vous parlais d'Ancient Mother tout à l'heure, ce chant-là, si vous l'écoutez en plein mois de février ou en plein mois d'août, ce sera le même chant. Il n'aura pas la même résonance. Donc voilà, moi j'aime jouer avec ce côté-là, donc je n'attends pas le mois d'avril pour chanter. N'en déplaise à mes voisins. Oh, ça va, ils sont plutôt calmes, tes voisins. Oui, et puis c'est plutôt bien isolé, ça va. Mais voilà, moi je chante tout le temps, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime ressentir à ce moment-là, mais dans les autres moments aussi, c'est plutôt faire vraiment le distinguo de qu'est-ce que ça déclenche à ce moment-là. Et là, mon chant va réveiller, va recharger. Oui, va vraiment, voilà, c'est vraiment recharger les batteries, clairement. Clairement, c'est, voilà, on t'a remis des piles, t'es reparti, quoi. Le lapin du Racel, hein. Oh, elle l'a pas été thématique. Voilà, tu vois. Non, mais voilà, moi, mon chant à ce moment-là, ça va être ça. Ça va être vraiment réveillé et échanger à ce moment-là avec la nature pour lui dire, bah t'as vu, je suis réveillée aussi, si je peux t'aider, je t'aiderai, mais voilà. Donc, ça va plus être ça, le chant pour moi. Bah moi, ça va être la chasse aux papillons, pas mal de Brassens en fait, puisqu'il y a aussi la chanson du vent. La guitare. La guitare, voilà. En fait. Exactement. Et puis des petits airs à la flûte. Alors généralement tout ça c'est pour encourager le petit peuple, hein. Ça fait partie de... C'est des formes d'offrande, hein. On peut considérer ça comme de l'offrande. Mais c'est vraiment pour leur dire, allez, courage, hein. Oh les cœurs. Je regarde. Elle se prend pour une pom-pom girl cette saison. Il y a un peu de ça, oui, complètement, la cheerleader. Mon Dieu, quelle horreur. N'est-ce pas? Habillée en rose, histoire de... Non, ça vient. Et puis bien sûr, bah, les offrandes de nourriture pour les récompenser pour leur dur labeur. Hein. Donc, bien sûr. Bon, je vous l'ai dit, hein, les pommes, vous avez le miel, le lait. Le lait beaucoup à ce moment-là, le sucre, tout ce qui est parfumé, voilà, plein de choses comme ça à faire en petite offrande pour le petit peuple. Voilà. Les alcools légers, hein, c'est pas le moment d'offrir de la vodka, de machin, voilà, soit du cidre, soit des alcools vraiment bas en matière de degré. Un cidre par exemple, tu parlais de jus de pomme au tilleul tout à l'heure, un bol de cidre, voilà, tu peux offrir un hydromel, moi j'aime bien un peu d'hydromel. Donc, la suite des activités seules, c'est toi qui dois les présenter, je crois. Bah ouais, parce que moi je suis pas une femme d'extérieur, moi je vais pas jouer dehors comme tu peux le faire. C'est bien aussi. Voilà, moi je reste une maman avant tout, donc je reste très axée justement. Alors par contre, oui, je vais rendre hommage aux élémentaux, bien sûr. Oui. Hein, je travaille avec depuis des années. La moindre des choses, c'est de pas les oublier à ce moment-là. Hein, on est d'accord. Ça, ça s'appelle la politesse dans ma vie. Donc voilà, passons. Mais par contre, moi, à ce moment-là, je vais m'axer. Alors, on parlait d'amour filial, etc. Je vais m'axer moi sur toute la protection de la famille. Ouais. Voilà, ça va pas être la protection du foyer, mais la protection de ses habitants. Voilà. Donc, je vais élever. Tu parlais de mu. Je vais élever tous les anciens sortilèges que j'ai pu faire.
les remettre à nu, hein, finalement, Oui. et puis reposer les nouveaux sortilèges pour l'année à venir, en fait. Tout à fait. Voilà. Donc en m'axant sur ma famille proche parce que c'est la saison. Hein. Oui. Voilà. Donc je vais rester vraiment sur des petits sortilèges, des choses comme ça, mais je vais vraiment m'axer sur ma famille en tant que telle. Donc cette année je travaillerai autrement, mais l'année dernière par exemple c'est à cette saison-là que j'ai enchanté les doudous de ma petite. Oui. Voilà, pour lui maintenir une protection en dehors de la maison avec les doudous qu'elle trimballe et à faire une jonction avec les doudous qu'elle laisse à la maison de façon à ce qu'il y ait toujours une protection quelque part, voilà, n'importe où elle va, qu'elle soit protégée. Oui, je me Par rappelle exemple, de ça, oui. voilà. C'est là que je vais réenchanter les médailles de Saint-Christophe et compagnie pour mon homme. C'est là que je vais retravailler différemment, mais vraiment pour protéger ma famille en entier. Oui, donc vraiment du travail matriarcal. Exactement, tu vois, toi t'es restée petite fille, moi je Protection suis des enfants. matriarche, je m'occupe des enfants, de la famille, et de mes parents, de mes ancêtres aussi, hein, parce que mine de rien, on a toujours l'amour filial, je le reçois en tant que maman, mais je le donne en tant que fille. De toute façon, Donc, on reste sur le printemps avec le nettoyage des énergies. Voilà, hein, donc c'est vraiment, voilà, j'en profite aussi voilà, pour dépoussiérer les sortilèges et puis vraiment pour les axer voilà, sur la protection de la famille. Mhm. Exact. On parlait de Coven, avant il y a autre chose à faire, effectivement. Ne serait-ce que de préparer sa dédicace, effectivement, parce que si on la prépare pas le jour de l'affaire, ça va être compliqué. C'est le genre de cérémonie qui ne s'improvise pas. Surtout que seul ou en groupe, c'est vrai que là ça peut être pour les deux, il n'y a pas de souci, mais vous n'allez pas travailler tout à fait pareillement, on va dire. C'est vrai. C'est vrai que du coup, quand on doit la préparer, tu parlais d'appel d'offres. Mine de rien, préparer sa dédicace, c'est aussi faire appel aux entités, etc. pour c'est ça. Et pour mettre les choses au point. Pour pouvoir faire appel à ces entités, il faut avoir un nom. Ah bah oui. Donc c'est le moment de choisir vos noms. Parce qu'elle répond pas aux appels masqués. Hein. Non seulement, et puis en plus, on est au moment de se forger une carapace, c'est le moment où on veut savoir ce qu'on veut devenir. Hein. On a dit qu'on le concrétisait à Beltane, donc au prochain ESBA, vous allez faire vos dédicaces cette fois-ci, donc vous allez officialiser. Mais officieusement, c'est le moment de travailler pour savoir est-ce que le nom ça me correspond qu'est-ce qu'il veut dire, etc., voilà. etc. Bien sûr. Donc effectivement, il faudra faire tout ça. D'autant plus, et là on en vient donc au travail en groupe que je voulais mentionner tout à l'heure, où effectivement, là quand on est en groupe, mine de rien, on fait connaissance, parce que c'est bien beau, mais c'est bien beau d'avoir trouvé un nom, mais si on n'a personne à qui le donner. Pour le nom de Coven, oui. Voilà. Et puis ça permet de vraiment placer les choses. Hein, de savoir qui va faire quoi, comment ça va s'organiser, etc. C'est vraiment de la préparation pure et simple. Hein, mais il faut connaître les préférences de chacun, les aptitudes de chacun, les spécialisations, etc. Les rôles qu'on va leur donner. Comment ils peuvent se compléter. Comment on peut s'harmoniser aussi, parce que se compléter c'est bien, mais si ça peut être fait en harmonie c'est mieux. C'est mieux, bah oui, c'est sûr. Voilà, et puis si on peut éviter de se courjuter au sein d'un groupe, c'est encore mieux. Ah, n'est-ce pas? C'est la base de toute façon. Voilà, on en sait quelque chose. Hein, donc voilà, il faut vraiment faire tout ce travail de préparation pour que ça tienne la route, quoi, tout simplement. Donc là, tu nous as concocté un petit rituel pour le nom du Coven, c'est ça? Oui, c'est ça pour le groupe. Voilà, donc une fois que le Coven a choisi un nom, parce que mine de rien, il faut se mettre d'accord quand même. Hein. Oui, il faut que le nom il puisse parler à tous tout de même. Hein. On crée quand même une entité commune, donc il faut que tout le monde s'y retrouve. C'est ça. Sinon, ça tient pas debout. Totalement. Voilà, bref. Une fois que ça c'est choisi, donc elle nous met des œufs vides, des morceaux de parchemin et le nom du Coven. Donc je suppose que le nom du Coven tu l'inscris sur le parchemin. Bien sûr. Hein, jusque-là. Si possible avec une encre alchimique, sans chauve-souris, sans dragon ou formule personnelle. Hein. C'est vrai que vous avez 4 encres alchimiques communes. Ouais. Sans de colombe, sans de chauve-souris, sans de dragon. Papillon. Sans de papillon, oui. Quoique c'est pas encore partie des principales, il y en a encore une question. C'est la seule qui me revient. Donc, mais papillon, oui, c'est parce qu'on en a fait une pour la boutique. Mais bref, voilà, chacune de ces encres
en fait est chargé avec des résines particulières qui sont là pour aller avec la nature du travail. Moi, je préfère faire mes propres mélanges pour rajouter à mes encres. Après, là, j'ai envie de dire, de toute façon, l'œuf va venir nourrir ce qu'il y a sur le papier, mais puis là, pour le coup, moi, ce que je vous suggère, c'est de faire la recette tous ensemble. Ouais. Ça permettra déjà de faire un premier travail tous ensemble. Voir comment les autres voir pensent. comment vous le réfléchissez. Ouais. Et puis, en plus, du coup, de charger l'énergie du premier travail que vous avez fourni ensemble, donc de cette solidarité, dans ce rituel. Ouais. Moi, c'est ce que je vous conseillerais, après. Non, mais entièrement d'accord. Donc, une fois que vous avez fait ça, on est d'accord. Donc, vous mettez... Je continue de déduire hein, le parchemin dans l'œuf. Ouais. Jusque-là, nous sommes d'accord. On y ajouterait donc une charge personnelle, donc un ongle, un cheveu, selon hein, de chaque... Généralement un cheveu parce que j'aime bien la symbolique du fil. Ouais, oui, voilà. Ça se tient. Hein, l'ongle, c'est vrai qu'on dit que l'ongle ça accroche, ça agrippe, ça s'enfonce, ça... Voilà. Ouais, mais ça griffe, c'est agressif, alors que voilà, le cheveu, alors bah, que le fil ça va vous lier, puis ça va vous lier aux autres. Hein. Tout le monde va se lier par le fil au nom, hein, donc à l'entité. Et ça, c'est plus intéressant pour le coup. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez cracher dedans, vous avez le droit aussi. Hein. Après tout, la salive se mélangera parfaitement. Tout à fait. Vous y mettrez aussi un peu de votre ADN de cette façon-là. C'est comme vous voulez. Évitez de faire l'acte de cracher quand même, parce que ça a toujours un côté insultant. Bah, c'est pas pour rien qu'on l'utilise dans les malédictions, me semble-t-il. Hein, donc bon... Passons, donc voilà, une charge personnelle, de l'améthyste pour la création. Oui. Le cuivre pour le condensateur fluidique, j'imagine, pour charger les énergies, hein, pour les amplifier. Ce côté, voilà, amplificateur et puis en perpétuel mouvement surtout. Bah oui. Voilà. Et tu rajoutes du sucre. Ouais. Bah pour nourrir, ça c'est évident. Et je vois pour coller les pensées dans l'œuf. Bien sûr. Effectivement, ouais. Le sucre, si vous le chauffez légèrement, ça devient du caramel. Hein. Donc le sucre... il est là à la fois pour donner de l'énergie et faire croître hein, ce que contient votre œuf, mais effectivement aussi pour souder l'ensemble. Ah, tu vois, j'aurais mis du miel. Oui, on peut aussi avec le miel, mais comment mince. Enfin, pour ce qu'on en fera au prochain... Mais ça va pas être pratique. Voilà. Tu préfères d'ailleurs un sucre en poudre ou un sucre en morceaux à ce moment-là? Alors, moi, je vais y mettre du sucre roux, personnellement. Ouais. Après, on peut y mettre aussi de la poudre d'agave. Ok. On peut y mettre toute forme de sucre à partir du moment où ça peut se retirer facilement. Mais moi, je vous conseille quand même de l'avoir en poudre. Hein. En poudre. Donc, voilà. Après, moi, je choisirais du sucre roux parce que il a ce côté... brut. Oui. Oui. Et voire du sucre brun même du coup. Oui, ou du sucre brun d'ailleurs. Mais sucre brun, cassonade. Mais l'idée c'est que vraiment, voilà, il soit pas en gros morceaux parce qu'après, en fait, on peut, vous verrez ça au prochain SBA, le sucre, vous allez pouvoir le récupérer. Voilà, et justement le faire fondre. C'est donc ça que tu cherches à faire. Ok. Non mais voilà. Moi je veux bien expliquer tes rituels, mais du coup comme ça je vois où tu veux en venir. Et puis le miel aussi, ça pourrait, c'est sûr, ça va abîmer votre papier et ça va faire déteindre. Après c'est une bonne façon de capter. C'est ça. C'est ce que j'aurais vu, c'est pour ça que je voulais voir où tu voulais l'emmener ce truc-là. Mais voilà, je ne veux pas trop en dire parce que vous aurez la suite donc au prochain épisode. Forcément. Ça marche. Donc voilà, donc bref, donc un peu de sucre pour l'énergie et coller les pensées dans l'œuf. Voilà, pour le côté un peu caramélisé donc. Voilà. Et ensuite, tu scellerais l'œuf à la cire d'abeille. Ouais, bien sûr, c'est encore un condensateur fluidique, c'est aussi l'abeille, hein, industrieuse, travailleuse, c'est aussi la ruche, hein, donc la pensée collective. Bien sûr. Donc, c'est notamment pour ça que je pensais mettre du miel moi avant, effectivement. Oui. Mais voilà. Du coup, tu l'as quand même dans la cire d'abeille d'une façon ou d'une autre. Et du coup, oui, voilà, vraiment, vous faites attention à bien sceller hein, votre œuf à la cire d'abeille. Quitte à même le plonger intégralement, non? Non. Qu'est-ce que t'en penses, non? Enfin, c'est pas impossible, mais il faut déjà oui, faut que ça tienne, on est d'accord. Et le problème, c'est que si votre œuf, parce que ça c'est quand on l'a fait quelques fois, on se rend compte du problème. Vous avez votre œuf, vous avez fait votre cire d'abeille, là votre collage autour. Vous vous dites ah bah c'est super, je vais pouvoir tremper mon œuf, et puis là, parce que la cire elle répond. Exactement.
Donc ça, moyen. Après, il y a une autre technique, ça rajoute quelque chose qui n'est pas ésotérique, mais qui peut être très pratique aussi pour bien garder à l'intérieur les choses telles quelles. C'est utiliser un petit peu le pistolet à colle chaude, vous savez, pour faire le pourtour, et puis ensuite à ce moment-là, vous pouvez le mettre dans la cire. Faut pas qu'elle soit trop chaude, hein, faut qu'elle ait déjà figé sur le dessus. Parce que n'oubliez pas que vous avez du sucre à faut l'intérieur. que ça tienne hein, quand même, et puis que ça caramélise pas tout de suite peut-être. Voilà. Donc il y a tout cet ensemble-là. Mais c'est vrai que vous pouvez simplement prendre une bougie, ou c'est ce qui est le plus simple, hein, plutôt que de, excuse-moi, je t'en prie. de faire fondre dans votre casserole. Vous prenez votre bougie, vous allumez, puis vous laissez goûter petit à petit au niveau de votre œuf. Voilà. Mais c'est vrai que la colle à pistolet, chaude, ça peut être pratique parce que justement, vous allez voir quand vous le manipulez, c'est pas facile de maintenir serré sans mettre trop de pression puis casser et puis empêcher la cire de venir. Voilà. Mais voilà, l'important c'est qu'il ferme et que vous repartiez chacun avec votre petit œuf. D'ailleurs, parce que ça c'est pas super clair pour moi, alors désolé si vous aviez compris, charge personnelle, il y a que la tienne ou il y a la charge de chacun? Non, chacun met sa charge en lien avec le nom. Il faut utiliser simplement la même encre et le même parchemin pour écrire le nom. Ça, c'est vrai que ça c'est une petite subtilité quand même. Et vous déchirez tout autour chacun des noms et vous répartissez. Un petit peu comme si c'était un corps parcellé en plusieurs morceaux. Ça c'est comme ça en fait que vous faites le lien. Je préfère pas mettre des énergies des autres au tout début qui viendraient potentiellement courjuter le travail de nourrissage. Il vaut mieux que laisser à l'entité en fait la charge de prendre ce qu'elle veut. Et puis non, justement, c'est le genre de précision, moi j'avais pas compris, donc navré pour ceux qui avaient compris du premier coup. Mais voilà. Et du coup, oui, donc l'idée c'est d'alimenter le coven en ton nom propre pour lui donner plus d'énergie, c'est ça? C'est l'idée en fait d'y mettre ce que tu veux, de ce que tu attends, de ce que tu espères, de ce coven, de ce qu'il va potentiellement t'apporter et j'ai envie de dire, c'est un petit peu cucu, hein, mais de la joie qu'on se fait à l'idée d'aller rejoindre les copains à la cour de récré. Voilà. Donc, l'idée, c'est si vous préférez, une fois que vous avez ce nom, il va être gorgé de tout ce que vous avez mis dedans. Et ensuite, vous pourrez, à partir de cette énergie, en faire un égrégore. C'est une des possibilités ensuite d'avancement. Vous pouvez aussi simplement le garder ainsi et en faire un espèce de vœu que chacun aura formulé pour demander aux entités lors de sa création qu'il soit comblé des énergies demandées. Un peu comme on fait un vœu lors d'un baptême à un enfant, et ben là on fait un vœu au nom du coven. Donc, il y a plusieurs embranchements ensuite, ce sera un petit peu selon votre fantaisie, vos envies, tout ça. Et du coup, je te laisse enchaîner sur la potion de création. La potion de création. Parce que ça, c'est ton bébé aussi. Alors, oui. Donc, si vous avez du mal à trancher pour un nom, alors que ce soit votre nom de sorcier si vous pratiquez seul ou que ce soit le nom du coven si vous pratiquez en groupe, donc là j'ai choisi un truc vraiment qui peut vous concerner tous, vous allez pouvoir faire un petit rituel. Donc on garde les œufs. Hein. Ce n'est pas un livre de recettes à base d'œufs, mais encore que ça nous aide bien. Donc vous allez faire un semis dans une demi-coque d'œuf. Par nom sélectionné. Alors je sais pas si vous avez un nom qui est le cercle des magiciens, le cercle de la chouette, la ronde des tempêtes, qu'importe, votre nom de coven. Voilà, une demi-coque d'œuf pour chacun de ces noms. Chacun de ces noms écrit devant. Vous allez prendre donc un petit peu de terre que vous allez mettre dans chacun, la même terre pour tous, hein, c'est pas la terre qui va décider, tout doit être équivalent, sauf la graine de basilic entre guillemets, puisque c'est la graine de basilic qui va déterminer quel nom choisir. Alors je m'explique. Donc vous allez prendre donc des graines de basilic que vous enchantez à l'aide de la formule « Basilic, toi la marque des rois, je t'appelle aujourd'hui, aide-moi ». Désigne par ta croissance le nom qui remplira le mieux la charge. Alors là, ici, vous comprenez le devoir, hein, ses obligations légales, qui lui incombe.
Alors là, vous allez préciser à ce moment-là ce que vous attendez de ce nom. Hein, si c'est pour un coven, si c'est pour un sorcier, si vous espérez qu'il vous confère, je sais pas, une protection, si vous espérez qu'il dénotera bien votre ascendance lunaire parce que vous avez vraiment une affinité avec cet astre, ou au contraire avec l'élément eau parce que c'est le vôtre, etc. Donc c'est là où vous donnez en fait les caractéristiques qui doivent correspondre au nom. Donc, ensuite, vous continuez en prononçant « Pour la prochaine pleine lune, tu auras désigné le nom qui présidera à ma destinée » ou à la destinée du coven, hein, selon. Et puis là, du coup, vous placez vos graines dans la terre avec, sur la coquille, écrit le nom choisi. Alors du coup, pourquoi le basilic? Parce que j'ai dit, toi, la marque des rois. Pour moi, le basilic, c'est vraiment celui qui désigne celui qui est apte à une tâche. Qu'importe la tâche, c'est lui qui va désigner. Que ce soit l'animal mythique ou la plante. Hein. J'utilise la plante pour... pour une huile, par exemple, qui s'appelle Sacre des Rois, qui permet justement d'accorder une forme de pouvoir d'autorité dans le culte de la Santa Muerte, par exemple, j'ai ça, mais j'utilise aussi dans beaucoup d'autres cultes justement pour ça. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment comme si vous aviez une marque à la naissance qui vous prédestinait à quelque chose ou autre, et le basilic, il sait tout ça. Il a la connaissance de tout ce qui est caché. Voilà pourquoi moi j'utilise le basilic. Si vous en avez une avec une graine qui pousse assez vite et qui va mieux, pourquoi pas. Hein. Vous venez d'enchanter toutes vos graines, ensuite vous prenez une graine, là vous la regardez et vous lui dites « Graine de basilic, donne-moi ton sentiment sur le choix du nom ». Là vous donnez le nom. Choisi pour, là vous lui expliquez pourquoi vous avez choisi ce nom. Vous plantez, vous recouvrez et vous recommencez pour chacune des graines. Un petit jet d'eau, autant de quantité d'eau pour chacun. Alors ce que vous pouvez faire, c'est y aller avec une petite pipette. Ouais. Voilà, c'est simple. Et puis ensuite, eh ben, j'ai envie de dire, vous arrosez tous les 2-3 jours. Généralement, le basilic, c'est ça. On y allant tout doucement, hein, vraiment quelques gouttes à chaque fois. Vous patientez jusqu'à la pleine lune suivante, c'est ça. Vous choisissez le nom qui correspond en fait à la plante qui aura le plus grandi, tout simplement. Si vous en avez une qui est malade, vous savez, c'est mort pour l'utiliser. Des fois, vous en avez une grande mais qui paraît malingre, et puis une plus petite mais qui paraît plus forte. Alors là, j'ai envie de dire, des fois, on se demande lequel est le mieux. Essayez de voir s'il y a un des deux noms qui vous plaît le plus, et s'il n'y en a pas, enfin voilà, s'il y en a un qui vous plaît le plus, ça peut vous orienter sur comment l'interpréter. Mais moi, je vais avoir tendance à choisir dans ces moments-là celle qui est la plus résistante. C'est vrai que je trouve que c'est bien beau de grandir, mais si on n'est pas fort, si ça s'étire, c'est que peut-être le nom il est pas adapté, alors que l'autre, même si la croissance est plus lente, hein, après tout chacun son rythme, mais que la plante est vraiment d'un vert sombre, bien solide, la feuille rigide, c'est peut-être que celui-là sera le plus adapté. Ça sera peut-être plus durable, simplement. Voilà. Plus Donc, efficace. c'est vrai que je dis la plus grande, mais c'est pas nécessairement finalement la plus haute. Vous pouvez avant le programmer en me disant je sélectionnerai la plus haute, comme ça la plante elle se démerde et puis c'est la plus haute qui gagne. Elle sait comment vous dire lequel choisir, vous voyez, hein, c'est le plus important. Oui, vous avez établi un langage, comme ça, voilà. Vous êtes sûr de la comprendre du premier coup. Voilà. Mais voilà, si à un moment vous avez vraiment un doute entre les deux, vous sentez qu'il y a quand même un truc énergétique là entre les deux, ça peut peut-être valoir le coup de s'arrêter un moment et puis de regarder, de regarder par rapport au nom. Et puis ensuite, eh ben, on a la prière ou la musique. Alors, pour le coup, ce n'est pas vraiment une prière. Par contre, elle est accompagnée d'un chant dont on a parlé tout à l'heure, c'est Ancient Mother de Robert Grass. Je vous remettrai un lien déjà sous la vidéo, hein, mais aussi dans le descriptif de la vidéo,
que vous voyez, enfin que vous écoutiez ça, pour le coup ça se voit pas mais ça s'écoute ça. Il est vraiment divin et c'est vraiment une profusion de noms, de divinités, soit divinité mère, soit nourricière, soit protectrice. Mais généralement vraiment on est sur de la divinité mère, hein, des grosses entités vous voyez. Donc ça c'est excellent à chanter, à poser simplement en musique pendant que vous les célébrez aussi, hein, oui, bien sûr. Ou simplement brûler un encens en passant la musique. Rien que ça, c'est déjà un hommage. Clairement. Donc voilà, ce chant, vous en faites ce que vous voulez. Vraiment. Puis il est vraiment polyvalent, tu peux vraiment t'en servir. L'utiliser en incantation. Incantation, en méditation, pour la projection. En visualisation. Pour tout. Enfin, moi franchement, je l'utilise. J'avoue, je l'utilise quasiment pour tout. Et c'est pas pour rien que ma gamine du haut de ses 3 ans, quand déjà les divinités qui sont dedans. C'est pas du tout à qui ça correspond, mais elle connaît les noms. C'est pas grave, pour le moment, de toute façon, elle en donner sa face. À 3 ans, ça lui fera une belle jambe. Mais oui, mais voilà, c'est vraiment un chant qui est polyvalent. Et puis, il résonne. Il résonne vraiment. Et d'ailleurs, vous verrez peut-être, on parlait d'appel d'offres. Hein. Oui, il y a peut-être un nom qui vous fera tilt. Exactement. Ou plusieurs d'ailleurs. Oui, ou plusieurs. Mais ça peut vous donner des pistes pour savoir où chercher, des pistes de savoir qui pourrait potentiellement être intéressé de travailler avec vous. Vraiment. Sous quel panthéon chercher, parce qu'il y en a de tous les horizons. Oui. Donc, parce que là on a que les divinités mères, vous n'êtes pas obligé de travailler avec une entité féminine, mais si c'est le nom d'Isis qui vous attire plus, bah ça vaut peut-être le coup d'aller pêcher chez les Égyptiens. Il y a des noms amérindiens. Chez les Aztèques, chez les Grecs, chez les Japonais, il y en a de toutes sortes. Oui, puisqu'ils ont mis Izanami, ils ont mis Quatiluque aussi, donc... Shakti, donc il y a aussi le côté indien. Égyptiens, grecs, romains, enfin voilà, ils y sont tous, hein, donc, ou presque. Donc voilà, si jamais il y a un nom qui vous fait tilt, c'est peut-être qu'il faut aller fouiller. Si c'est pas pour la divinité citée en tant que telle, c'est peut-être du côté de son panthéon qu'il faut aller farfouiller pour trouver votre divinité tutélaire. En tout cas, voilà, même si vous l'utilisez pas en offrande ou en tout ça, vous voyez, vous pouvez quand même lui trouver un outil. Puis ne serait-ce que l'étudier pour savoir un petit peu, justement, découvrir les panthéons. Hein. Bah bien sûr. Parce que moi, au départ, je les connaissais pas tous. Hein, déjà, Quatiluque, par exemple, je ne la connaissais pas du tout. Passaway, je l'avais entendu, je la connaissais de nom, mais je ne savais pas à quoi elle faisait référence. Etc. Voilà, tout. Donc oui, c'est aussi une bonne façon d'avoir une liste de noms, un petit carnet d'adresses. Oui, c'est ça, ça se fait un petit carnet d'adresses intéressant. Ouais. Et donc ça va aller avec une forme de prière, incantation, invitation, je sais pas trop, voilà, offrande, qui peut aller partout. Je vous remettrai aussi, pareil, le texte. Donc, c'est un poème personnel. Je vous autorise à l'utiliser, en abuser, mais je ne vous autorise pas à le publier sans citer mon nom. Voilà. Oyez la voix de la magicienne lorsque je psalmodie dans la langue ancienne. Je me nourris du fracas sourd des océans. Je vis en harmonie avec chaque élément. Je puise ma magie du chaos rémanent. Je suis force de vie, source d'émerveillement. Pétri de mythes et de légendes, de fables et de mystères, je suis le témoin vivant des changements qui s'opèrent. Je marche dans les pas des sœurs, des mères qui ont préparé ma voie. Je suis leur ombre et leur lumière, leur puissance perdure à travers moi. Les ténèbres et les entités, je ne les crains pas. Je transcende la réalité et la fais plier sous ma loi. La tête découverte, les pieds foulant l'herbe verte, et le regard toujours droit. J'avance en maître au milieu de la tempête, jamais je ne ploie. J'opère et je règne, en conscience et en sagesse. Je sais aussi ce que je dois. Je suis enfant de la nuit, la lune veille sur moi. Je suis enfant de la magie, la terre guide mes pas. Echo, Hararia, Ishtar, Keredwen, Hecate, Inanna, Isis, Artemis, Astarte, Sophia, Quatiluque, Aphrodite, Mielike, Athena, Saravaski, Kali, Gaia, Pelle, Passaway, Demeter, Nidava, Parvati, Hera, Akewa, Diana, Chicomecoalt, Lilith, Shekinah, Morgana,
Izanami, Shakti, Maya. Moi, l'enfant magicienne, je vous prête ma voix pour que la magie ancienne résonne encore une fois. Donc ça, c'est quelque chose que je récite moi-même. Alors, je vous ai donné une version tronquée. Déjà parce que la version longue est vraiment longue. Mais aussi, voilà, parce que cette version tronquée, du coup, va bien dans les énergies vraiment de la Vespa et de la chanson. Hein, parce qu'on parle de tempête, on parle bien sûr. de droiture, de la voix des anciens. Voilà, vous voyez, j'ai pourtant pas écrit à l'époque dans cette direction, mais quand j'ai recherché un petit peu dans mes vieilles affaires, j'ai envie de dire, ce qui sonnerait bien, voilà ce que j'allais vous présenter en fait dans les prières et choses comme ça. Je suis retombée dessus et je me suis dit, c'est ça, voilà. J'ai dit, j'ai compris, je ressors mon petit poème. Donc c'est quelque chose que je récite, par exemple, l'histoire d'Orage, moi. D'accord. Voilà. Il y a des fois, en fait, j'en ai fait plusieurs versions. J'en ai des versions courtes avec quelques lignes, j'en ai des versions plus longues. J'ai des versions de mashup. C'est vraiment comme chez Subway. T'as tous tes ingrédients et puis tu pioches au tu fais ton sandwich. Donc, je peux l'utiliser pour certains éléments. Je peux l'utiliser, par exemple, en cas d'orage. J'adore sortir à l'orage et puis faire éclater encore plus fort. Je suis terrible là-dessus. Je crois que les voisins dans ma dernière ville me détestent pour ça. Une tempête. Oh, les gens étaient dehors, puis d'un seul coup, moi, encore une fois, pieds nus, 2h du matin, en marchant, les bras nus, au milieu de la tempête, au beau milieu des rues. Sur la voie publique. C'est marrant, ça me surprend pas. Et tu vas pas être comme un autre, tu vas te faire rembarquer. C'est surtout que non, mais les gens sont partis en hurlant. Bah oui, ça me fait. J'étais en train de psalmodier, et à chaque fois que je finissais avec mon je grondais d'une force. Les gens me regardaient et puis la dame elle dit elle appelle l'orage. Mon Dieu. Elle était comme ça. Elle a peur un peu un hamster. Oh là là là. Et puis moi à ce moment-là, vous voyez, quand il y a l'orage, j'avais un air dément, j'ai éclaté de rire, mais vous savez, un peu comme les méchantes sorcières dans les dessins animés. Les mecs là tirés par le train, ils sont partis en courant. Mon Dieu. Mais je crois que ces deux personnes-là se rappelleront de moi toute leur vie. Et je m'en excuse, je vous assure, je ne voulais absolument pas de mal. J'étais juste là en train de me gorger des énergies de l'orage. J'étais juste bien. Voilà. Mon Dieu, mon Dieu. Mais oui, j'ai fait peur à ces gens-là parce qu'effectivement, il y avait vraiment une réponse au moment. Voilà. Une communication entre toi et l'orage. J'utilisais ma langue de pouvoir. Bah oui, si elle n'avait pas de pouvoir, ce serait pas une langue de pouvoir. Là. Merci. Bon. Bah écoutez, du coup, après tout ça, ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, de vous souhaiter de vous abonner, de partager, de commenter si le cœur vous en dit, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.